Bienvenue sur ce nouvel épisode Pump Radio, Épisode 8. épisode 8, putain. Ça fait Épisode déjà 8 8 épisodes. Et comme toujours, comme à chaque épisode, des milliers de questions. Des milliards même, là on commence à crouler sous les questions Ouais. avec l'afflux d'abonnés. Exactement. Va-t-on réussir à tout répondre en un temps record? Ça, on va voir. On va essayer d'enchaîner. Ok. Donc on va commencer par les questions YouTube. On a une question de Monmon KKK. Ou Monmonk, je sais pas comment on dit. Ok. À partir de quand multiplier les exercices et monter jusqu'à un format top 7 back offset comparé à lorsqu'on a peu de force, beaucoup de séries sur un ou deux exos. Pour remettre le contexte, on avait donc dit que dans le cas d'une reprise ou dans le cas de quelqu'un qui n'avait pas énormément de force, c'était peut-être, voire même sûrement mieux de se focaliser sur un choix d'exercice très restreint et de multiplier les séries sur cet exercice-là, puisqu'en fait, de toute façon, en général, quand on commence, on va pas avoir énormément de force et pas énormément d'énergie pour alimenter une séance complète. Disons que si tu commences par du développé couché et que tu le fais à 30 et Ouais. que après tu veux faire de l'incliné, tu es quasiment obligé d'être barre à vide et faire de l'écarté à 3 kilos derrière, tu vois, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Donc autant par exemple dans un premier temps se mettre au développé couché, faire beaucoup de séries au poids maximum que tu peux atteindre sur une fourchette de rep raisonnable. Et après, peut-être enchaîner sur d'autres exos, enfin sur d'autres parties du corps ou quoi. En fait, tu vas pouvoir maximiser la fréquence, donc ce qui va te permettre de gagner beaucoup de force très vite dans le cadre d'un débutant. Et en plus d'avoir une bonne fréquence, enfin en général, la récupération, c'est pas un problème puisque tu n'arrives jamais nerveusement à te cramer quand tu débutes. Le fameux full body en fait de Ouais, débutant. ou bien, voire même half body, quoi. Hmm. Mais voilà, on aura peut-être plus d'intérêt à faire quelque chose comme ça. Donc, à partir de quand multiplier les exercices, du coup, et passer en format top 7 back offset. Enfin, à partir de quand multiplier les exercices, à partir de quand monter jusqu'au top 7 back offset. Donc moi je vais commencer. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais l'approche top 7 back offset, j'ai l'impression que ça a été remis au goût du jour avec les Anglais. Ouais, tout à fait. Donc que ça soit sur la scène naturelle entre guillemets ou pro, il y a beaucoup de personnes qui ont amené ça. Mm. Donc que ça soit JP, donc Jordan Peters ou Kuba, ou alors en naturel il y avait un mec, comment il s'appelle? AJ Morris, je Ouais. crois. Sachant qu'en fait, eux-mêmes ont pris ça plus ou moins du format, enfin, de ce que faisait Dorian Yates, en fait. Ouais, en fait tout Qu'il n'appelait pas forcément top 7, back offset. voilà. Et il faut quand même savoir globalement que la majorité des pros s'entraînaient comme ça. Euh, Enfin, si tu veux donner un autre nom et qu'on appelle ça du pyramidal, ça ressemble Voilà, énormément, tu vois. exactement. Genre, en gros, enfin, dans les années 90-2000, je pense qu'ils appelaient ça du pyramidal, tu vois, et pas top 7, back offset pour de la branlette, mais c'était En, exactement la même chose, en quoi. fait, on en revient toujours à la même chose, En c'est fait, on c'est en revient à la cyclique, base. voilà, on en On en revient revient à à la la base. base, toujours. Strictement toujours à la Au base. principe de base. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Ça revient au goût du jour sous de différents noms. Donc ça a été quand même Dorian Yates, c'était un anglais, donc ça part des anglais, mais bon, il y avait des gens qui faisaient ça un peu avant lui. Donc l'approche top 7 back offset, j'ai l'impression que ça découle en fait d'une pratique où tu commences à vouloir, enfin tu commences à être un peu trop fort et tu veux en fait tu veux te détourner de trop de volume. Ouais. Donc l'approche top 7 back offset, c'est vraiment essayer d'aller à l'essentiel En fait, et de de faire trop de le volume sur un exercice donné. Enfin, par voilà, c'est ça. exercice. En fait, ça part du principe que tu vois que tu as une baisse trop importante de force sur un exercice au fil des séries et tu te dis je vais tirer à partie au maximum de cet exercice sur peu de séries et sur l'approche top 7 back offset en fait ce qui est sympa c'est que tu as deux poids différents sur deux rep range différents Ouais. et donc tu peux entre guillemets être efficace sur ces deux rep range et continuer à progresser. Par exemple, tu vas avoir un top 7 disons entre 6 et 8 reps, tu pourras progresser en poids dessus tout en gardant dans la théorie une progression sur ton back offset qui sera par exemple entre 15 et 30 Ouais. répétitions.
Et donc, comme ça, tu gardes une progression constante et tu essayes de faire juste ce qu'il faut, entre guillemets, plutôt que de viser plus large avec 4-5 séries et avoir un volume conséquent. Donc, il faut savoir que quand même, c'est des pratiquants qui ont pratiqué pendant de longues années, voire des dizaines d'années. Et donc, on en revient toujours à la même chose, j'ai l'impression, c'est que c'est une approche qui se fait après de nombreuses années de pratique et un gros volume encaissé finalement au fil des années. Et ça vient toujours, on peut observer en fait que ça découle en fait d'une pratique, d'un volume conséquent au fil des années et vouloir réduire ce volume, réduire le temps entre guillemets passé à la salle et être le plus efficace possible. C'est plus chercher à faire juste ce qu'il faut pour progresser. Ouais. Voilà. Donc pour moi, quel niveau tu dois atteindre, c'est plutôt vers quoi tu veux te diriger et est-ce que en fait tu as déjà la force, une base de force en fait pour pouvoir faire ce type d'approche. Parce que comme tu le disais au début, si tu as un développé couché à 30 kilos, en fait ton back-off il va être avec quoi? Avec la barre à vide. Donc ça va être un peu Compliqué, ouais. compliqué, tu vois. Faut qu'il y ait un delta possible entre le top set et le back-off. Et il faut que ça soit logique. Et aussi, on en revient à ce que tu disais, est-ce que ça va être assez traumatisant? Faire un top set à 30 kilos et un back-off barre à vide, tu vois bien que tu commences à mouliner, en fait, à brasser de l'air. Ouais. Donc l'approche top set, back-off set, c'est quand même quand tu as acquis un certain niveau de force. Et il faut que ça soit en fait assez traumatisant pour déclencher une réponse et prendre du muscle. Ouais, alors pour déjà en revenir à ce que je disais tout à l'heure, là en fait, cette approche de dire top set, back off set, cette méthode qui serait apparue depuis il n'y a pas si longtemps que ça, elle est là depuis bien longtemps, mais c'est juste que enfin, les gens ne l'appelaient pas forcément top set, back off set, et le fait de monter en pyramidal, pour moi, ça ressemble, enfin, c'est exactement la même chose en fait. Sauf qu'il y a deux approches, mais tout comme l'approche top set, back off set. En fait, quand t'es dans une espèce de truc où tu montes en pyramidal, déjà, tu as deux approches. Tu as la première approche qui dit je vais faire le minimum de séries et de répétitions avant de monter à mon poids de travail. Donc, ça, c'est une école. Et il y a une autre école où, en gros, tu vas faire des séries qui seront quand même relativement effectives, même si tu vas pas aller jusqu'à l'échec. Et en fait, le top 7 et le back off 7, c'est les deux seules séries où tu vas aller effectivement à l'échec. Donc par exemple, je pense on pourrait expliquer ça, et peut-être sûrement qu'on le fera dans de plus amples détails. Mais par exemple, pour donner un exemple, admettons que je veux faire mes séries de travail. Je vais prendre un exemple qui sera proche de ce que moi je pourrais faire. Admettons que je veux faire un top 7 à 140 kg développé couché, ou 150 ou 160, admettons, 150, 140, peu importe. En gros, je vais faire une série barre à vide. Et moi, donc par exemple, tu vois, on avait mis une vidéo où je faisais une série de 50 et il y avait des gens qui s'offusquaient de voir que je faisais 50 reps. Quand on travaille à 140, 150, 160 au coucher, une barre à vide, c'est rien du tout, quoi. Je veux dire, faut bien que je m'échauffe avec quelque chose. Ça aurait pas de sens que à mes yeux, ça aurait pas de sens que je m'échauffe direct à 60 kilos. Parce que m'échauffer à 60 kilos, je la sens la barre. En fait, c'est léger, mais je peux pas dire que si je vais direct sous une barre de 60, ça me fait, ça me fait rien, ça me fait pas rien, tu vois. Donc je pense que c'est idiot de faire Non, ça. mais c'est la définition Voilà. d'échauffement, quoi. Donc moi, par exemple, mon approche, ça va être la suivante. Je vais faire une série de 50 à barre à vide. Je vais faire une série peut-être de 15-20 à 60. Je vais faire une série à 80 ou à 100 en fonction de comment je me sens, c'est pas sûr. Mais en gros, ce sera une série de 8-10 reps, on va dire. Et après, je ferai une série à 120 qui va être de 2-3 reps, 4 max. Et après, j'attaquerai sûrement au poids de travail si c'est 140. Ok, donc tu te fatigues pas du tout, entre guillemets. Bah, en fait, j'estime que je me fatigue pas, mais tu vois, il y a des gens, pour eux, faire 50 reps, c'est aberrant. Et genre, tu vois, par exemple, un mec comme Jordan Peters, et bah lui, en fait, c'est beaucoup plus court ce qu'il va vouloir faire. Donc, par exemple, lui, il va faire une série de 20 barres à vide, admettons, je te dis n'importe quoi, parce que je sais qu'il fait pas de libre, donc j'ai pas d'exemple pour illustrer le libre, mais je t'illustre par rapport à ce qu'il pourrait faire sur une machine. Sur une machine où il va mettre 5 ou 6 plaques, par exemple, il va faire une série de 10-15 avec une plaque,
une série de 6 avec 2 plaques, une série de 2 avec 3, une série de 1 avec 4. Ah oui, c'est vraiment très Voilà, c'est minimaliste. très minimaliste. Et moi, Ouais. ça, mon gars, je peux pas en fait. Enfin, je sais que déjà, d'une part, je serai pas le plus efficace que je peux sur la série de travail, et en plus, c'est un coup à sniquer, donc, enfin, à mes yeux en tout cas. Donc, c'est pas l'idée de génie, à mon avis, Ouais. quoi. Mais après, ça dépend des approches. Je sais qu'il y a Mike O'Hearn aussi qui aime bien fonctionner comme Ouais, ça. mais lui, déjà, il est dans une optique qui s'oriente qui est un poil plus proche de la force, donc ça peut plus se C'est vrai. comprendre. Et lui, il va multiplier les singles. C'est vrai aussi, ouais. Au même poids, il pourrait Voilà, faire une série exactement, pour ouais. vraiment préparer en fait Exactement. son Il va corps. multiplier les singles, alors que Jordan Peters, lui, c'est genre 3 singles, mais à des poids ridicules, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et genre, je trouve ça assez choquant, moi. Après, Ouais, vas-y, bah. ça fonctionne. J'ai rien à dire, Ah tu non, il vois. n'y a rien à Rien à dire, mais dire. bon, est-ce que c'est vraiment Moi, c'est pas le. ce que je ferais en tout cas, tu vois. Et c'est pas ce que je conseillerais aux gens. C'est pas Et l'exemple encore à moins suivre. pour un débutant, parce qu'en gros, quand t'es débutant, t'as besoin de sentir la charge, t'as besoin de sentir ta force, t'as besoin de sentir où t'en es en fait. Genre, si tu vas de 0 à 100 comme ça, tu vas aller surtout plus proche de 0 que de 100 à mon Je avis, pense tu que vois. ça sert à rien de dupliquer une telle brute qui Ouais. a. Donc déjà, ça c'est pour expliquer en fait comment on va monter sur un format top 7, back offset. En fonction de comment on monte, bah en fait il y a des séries qu'on va pouvoir compter plus ou moins comme effectives. Donc c'est-à-dire que si on monte en mode Jordan Peters, c'est-à-dire bah en gros tu fais presque que des singles pour ta montée en gamme avant de travailler à ton poids, tu peux pas compter ça comme des séries effectives parce que c'est pas du volume de travail qui va Voilà. changer quoi que ce soit, tu vois. Si tu prends un exemple plus par rapport à ce que faisait Yates et tu regardes par exemple dans sa vidéo Blood and Guts, euh, comment il monte à l'incliné, tu vois, bah, tu t'aperçois quand même qu'il y a des séries qui, même s'ils sont pas des séries dures avant son top 7, vont être des séries qui vont forcément compter dans le volume, tu vois. Parce que quand tu fais par exemple, je crois qu'il fait à 180 son incliné, tu vois, quand tu fais une série à 140 de 8-10 à l'incliné, Ça commence, ça hein. commence à compter, tu vois. Peu Ça importe, commence à même si compter, c'est ouais. léger pour toi, c'est obligé, ça compte quand même, tu Hum. vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est pour les approches. Donc à partir de quand en fait on va monter jusqu'à ce format-là, donc top 7, back off 7 ou pyramidal avec une petite descente, sachant qu'en fait pour l'histoire du top 7, back off 7, il n'y a pas de règle et il y a des gens qui vont faire le back off 7 entre guillemets en fait la plus légère des deux séries avant le top 7 parce qu'ils ont plus de force comme ça et tout. Jordan Peters, il en a déjà parlé à maintes reprises. Il y a des moments, là encore ce matin, je regardais une vidéo de James Hollingshead où il expliquait que il faisait d'abord son back off 7 avant le top 7 entre guillemets. Enfin en fait, il faisait sa série effective légère, légère entre guillemets, hein, Ouais, avant sa série effective lourde, avant la plus lourde en fait. ok. Donc typiquement, tu vois, c'est vraiment. Après, bon, il y en a qui vont dire la pyramide, faut redescendre. Bon, si tu veux, faut redescendre. Appelle ça comme tu veux, une montée en Mais il y a, gamme. ouais, il y a plein de En différentes fait, voilà, formes tu vois, il n'y a pas pyramidal de. montant. Exactement, voilà. Enfin, tu fais ce que tu veux en fait. Exactement. Donc, comparé. Donc quand on va avoir peu de force, en fait, quand est-ce qu'on va savoir qu'on peut travailler sous un format top 7, back offset? En fait, déjà, faut voir à quel point tu perds de la force d'une série à l'autre. Admettons, par exemple, tu vas commencer, pour la première fois dans une salle, tu vas faire du développé couché. Bon, déjà, il y a peu de chances que tu montes très haut. Mais en fait, il faut voir en termes d'endurance à quel point tu vas perdre de la force, en fait. Sur tes séries, admettons, par exemple, vas-y, c'est la première fois, tu es plutôt fort, même si je pense qu'il y a très peu de gens qui sont dans ce cas-là, tu vas mettre 60 sur ta série. On va plus mettre 40, ça me paraît plus raisonnable. Ouais, Donc en gros, vas-y, bah, en fait déjà, faut regarder le nombre de séries qui vont compter. C'est-à-dire que ce que je te disais, c'est que sur la montée en gamme d'un mec qui va monter à 140, 180, en fait, s'il n'a pas le modèle Jordan Peters, qui est un modèle à mon avis très marginal, à mon avis, il y a très peu de gens qui font ça, et moi, c'est pas ce que je conseillerais. Donc voilà. Admettons, on va prendre l'exemple de Dorian Yates, il va faire une série à 140 avant. Donc ça va déjà commencer à compter. Même sa série à 100, sûrement qu'elle va compter, tu vois. Mm. Toi, tu as ta série barre à vide, une série à 30 peut-être, et encore, ça va peut-être être pas très malin de la pousser cette série si tu veux pas perdre de force à 40. Ça veut dire que tu vas monter à 40. En gros, déjà, tu vas avoir juste 2 séries dans le tank, tandis que le mec qui va pousser à 180, il va peut-être en avoir déjà 6, tu vois. ouais. En fait, en termes de volume et de charge soulevée, en termes de tonnage, déjà, ça n'a rien à voir, quoi. Donc en fait, c'est ça qu'il faut compter. Il va falloir que tu accumules du tonnage et que tu accumules de la charge soulevée. Donc, étant donné que ton poids de travail il va être probablement très proche de ton poids d'échauffement, tes premières barres, en fait, va falloir multiplier les séries à ton poids de travail. Et là, en fait,
il va falloir que tu vois à quel point tu perds de la force série de travail après série de travail. Et en fait, ça, c'est très individuel. C'est difficile de donner une réponse parce qu'il faudrait être présent avec le gars pour voir. Ouais. Donc, il y a déjà, admettons, ton poids de travail, c'est 40. Combien de séries tu vas pouvoir faire à 40 en restant dans un rep range raisonnable, en prenant un temps de repos raisonnable, etc. Tu vois. Et donc, déjà, ça va pouvoir dicter. Si tu fais, par exemple, 4 séries et au bout de 4 séries, t'es rincé, bah tu vois là tu sais que vas-y c'est pas le moment, t'es pas encore prêt pour faire ça, tu vois. Mm. Euh, Parce que en fait, après ta marge de manœuvre derrière, c'est quoi? C'est barre à vide. Donc quand en fait je pense que ça réside là-dedans principalement, c'est tant que ton poids de travail il se rapproche trop de ton de tes poids d'échauffement, tant que t'as pas une montée en gamme en fait qui est assez significative, ça n'a pas grand intérêt C'est de vrai que passer en top c'est. 7 back off 7 à mon avis. Je pense que c'est la méthode vraiment la plus simple pour s'apercevoir si c'est Ouais, une méthode que tu peux commencer à explorer. ouais, Comme tu as dit, en fait, il faut que tu accumules un certain volume à l'échauffement. exactement. Et donc, on en revient toujours à ce qu'on disait. Donc, John Meadows, il avait une bonne phrase pour dire ça. Il disait que la différence entre haut volume Et et haute bas intensité, volume, en fait, et haute intensité, donc bas volume, c'était juste comment tu comptais tes c'est séries. ça. En fait, Donc, il y en a qui comptent pas les séries. Même moi-même, moi le premier, quand je me mets en format top 7, back of 7, je vais pas compter la série d'échauffement avant mon top 7 en fait. Mais malgré tout, c'est quand même une série où je vais soulever des poids sur un certain nombre de répétitions. Donc mon muscle, il s'en fout que ça soit pas une série de travail poussé à l'échec, c'est quand même du volume qu'il aura encaissé, tu vois. c'est un Donc ça volume va encaissable. participer quelque part à la fatigue générale et on va dire, au volume maximal que tu vas pouvoir encaisser sur une semaine, admettons une séance ou je ne C'est sais ça, quoi. donc même si tu t'échauffes, faire 5 reps à 120, ça reste quand même faire 5 reps à 120. Exactement. Donc c'est quoi que en fait même si ta force s'est développée à tel point que C'est ton léger entre c'est guillemets, ça léger, reste pas léger dans l'absolu. voilà, donc ça reste quand même 120 kilos dans C'est l'absolu. ça. Donc moi je te dirais, le principal truc qui va te guider, c'est de savoir si tes premières... Enfin, en gros, quelle est la longueur de ta montée en gamme? Combien d'étapes nécessaires ça va nécessiter pour ta montée en gamme? Et là, ça va te donner déjà une idée de est-ce que tu es prêt pour cette histoire de top 7, back off 7. La deuxième chose, et pareil, c'est quelque chose de très individuel aussi, c'est en fait à quel point tu vas pouvoir pousser tes séries. Dans le format top 7, back off 7, bah, le but c'est que comme le volume est extrêmement réduit, on va être obligé vraiment de pousser ces séries pour avoir un bénéfice en fait. Si tu fais des séries comme tu ferais tes séries sur un format 4x10 par exemple, en général quand tu fais un format 4x10, la première semaine où tu fais ton, si tu, comment dire, si tu fonctionnes on va dire, en surcharge progressive, tu fais un 4x10. La première semaine où tu fais ton 4x10, normalement il passe facile. La deuxième semaine il passe, la troisième semaine il passe. Sûrement que la quatrième semaine tu vas commencer à galérer sur la dernière série. Ça veut dire que déjà les trois premières séries elles vont être relativement confortables, en tout cas au moins les deux premières. Si t'es dans cette optique-là, si t'es en mode tranquille sur en fait sur ton top 7 et ton back off 7, ça va pas fonctionner en fait. Et donc il faut ça, il va falloir que, enfin en fait ça va te nécessiter un engagement nerveux qui est beaucoup plus important. Et quand tu es débutant, c'est très difficile d'avoir en fait d'être efficace nerveusement en fait, de Ouais. développer le maximum de sa force en fait. C'est très très difficile et c'est avec l'entraînement que ça vient et que tu arrives à développer un maximum de force. On peut le voir par exemple avec les débutants en powerlifting. Pour moi, c'est une hérésie de commencer la muscu en se disant je commence la force. Genre en fait, t'as pas un système nerveux qui est... N'importe quel lambda au bout d'un an de muscu qui s'est bien donné, je suis presque sûr qu'il a plus de force que n'importe quel mec qui a fait juste de la force pendant un an, quoi, tu vois. Exactement, et je trouve que c'est encore plus risqué parce que t'as pas de base musculaire en fait, Exactement, ouais. et Ouais, après c'est ça c'est un autre débat, moi c'est mais un autre débat, je pense que c'est c'est un long débat. très propice aux blessures, Ouais. mais bref, donc pour Donc pour résumer, déjà, avoir une montée en gamme conséquente, pardon. Et la deuxième chose, c'est être sûr de pouvoir pousser ces séries et surtout les pousser semaine après semaine. Parce qu'en fait, aussi, le truc du top 7 back off 7, c'est qu'il y a cette idée de progression, à mon avis, qui est beaucoup plus nécessaire que dans un... Enfin, on va dire que le seul truc qui va t'assurer d'accumuler un peu plus de volume, ce qui va pas se jouer à grand-chose, en fait, hein, si tu fais le calcul,
c'est de mettre un petit peu plus lourd à chaque fois et d'être sûr de progresser en charge. En fait, dernier truc, c'est que en fait, il faut que quand tu es sous ce format-là, il faut que tu sois sûr que sous un mois, par exemple, ou une période relativement moyennement longue, on va dire un mois, 2 mois, t'es plus progressé sur la charge sous ce format-là que si tu l'avais fait sous un format ressemblant plus à un format fixe. Tu En vois? fait, Ça veut dire que si je te dis, avec un 4x10, je suis capable de passer de 4x10 à 100 au coucher à 4x10 à 120 au coucher en 2 mois, bah ça, ce sera mieux que passer de un top 7 de 10 à 100 à un top 7 de 8 enfin, à 110, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En ouais, je fait, vois très bien. il faut être sûr que le volume accumulé, il fasse vraiment une grosse différence. C'est un calcul, hein, vas-y, on peut pas expliquer là comme ça, il faudra un tableau pour montrer le tonnage accumulé en fait. Mais disons que pour que le format top 7 back offset il soit plus rentable qu'un format fixe, faut quand même que tu l'aies pratiqué pendant longtemps et qu'il y ait une grosse progression. En fait, que la progression que tu aies, elle soit plus significative que celle que tu aurais sur un format fixe. En fait, ouais, pour revenir sur ça, faut vraiment être obsédé sur la progression. C'est un Et, très gros facteur. Ou avoir déjà un niveau monumental. et on en revient à un débat qu'on avait déjà eu sur avoir très peu de fréquence à l'entraînement. Et par exemple, quelqu'un qui a que 2 séances, en fait, ces 2 séances, elles doivent compter comme pas possible. Et Exactement. il faut avoir tous les facteurs autour au plus vert. Tu vois, faut tout optimiser pour que ces 2 séances soient au max. Et en fait, là, avec le top 7 back offset, si tu as un top 7 un back offset, faut qu'il compte absolument le plus Surtout quand on possible. parle proche de notre niveau, en fait, hein, et encore plus quand tu es proche d'un niveau débutant. C'est-à-dire que, vas-y, quand tu as des charges déjà monumentales, tu soulèves 180 au coucher, tu vois, en série de 6 que tu en fasses 6 ou 5 d'une semaine à l'autre, ça va rien changer. Que tu aies fait 182,5 ou 180, c'est tellement monumental que je pense qu'à ce niveau-là, tu peut-être même plus besoin de pousser la progression autant que ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu soulèves des charges déjà tellement titanesques. C'est ouais, c'est brutal Voilà. quoi qu'il arrive. Mais plus tu te rapproches de notre niveau et moins ça compte en fait. Puisque bah, finalement, en termes de charges soulevées, ça, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, le fait d'avoir quand même d'être sous un format relativement fixe ou qui se rapproche d'un format plus fixe où tu vas rester à la même charge et enchaîner, ça t'assure d'avoir un volume. C'est-à-dire que le mec qui fait 4x10, j'en reviens à ce que je disais, 4x10 à 100 au coucher, même s'il fait ça pendant un mois, donc que toutes les semaines ou 2 fois par semaine il a fait ça, ça va quand même s'il n'est pas à l'échec à chaque fois, etc., il aura un volume de travail accumulé. Alors que toi, si tu te chies dessus quand tu dois progresser, en fait, le volume, tu vas pas l'avoir. Donc sur le long terme, en fait, le gars, il aura soulevé moins lourd peut-être, même pas sûr, mais en tout cas, il aura soulevé de façon plus constante. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire à des gens qui débutaient, le format justement top 7, back off 7, ou en tout cas au moins top 7. Et c'est quelque chose qui est quand même pas très évident. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui est pas très évident si tu manques de régularité, si tu manques de tout ce qu'il peut y avoir autour de l'entraînement, à savoir repos et nutrition, ça va être très compliqué. Alors que ce qui va faire la diff finalement, au début, c'est et ta progression en poids, mais aussi le volume de travail accumulé. C'est un format où il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a Donc pas là, par d'erreur exemple, possible. quand tu as un volume certain, c'est comme si tu avais une trappe de sécurité. Tu vois, comme tu Exactement, le voilà, disais, exactement. ton Au 4 fois moins, 10 tu vises large. Et en exactement, fait, tu es obligé d'avoir de l'hypertrophie, tu vois, parce que exactement, tu encaisses quelque chose. Mais comme tu le dis, si tu te chies dessus sur une série, et ben en fait, tu as niqué 50% de ta exactement. séance. Donc forcément, top 7 back off 7 faut, comme tu le dis, s'assurer que la personne en face, en fait, sache pousser ses séries. Tu vois. Donc si t'as pas, enfin, comme tu le dis, si t'as vu qu'avec certaines personnes ça ne le faisait pas, c'est parce que t'avais plein de différents facteurs qui faisaient que ce format en fait n'est pas le plus optimal. Et souvent en fait avec la plupart des personnes, ce que tu préfères c'est leur faire accumuler un certain volume pour être sûr En en fait, fait ouais, qu'il y ait eu un effort minimum exactement. effectué qui est possiblement une Et en fait, qui hypertrophie. va demander sûrement moins d'efforts, quand je dis moins d'efforts, c'est moins d'efforts nerveux et moins de concentration. Parce qu'aussi, quand tu dois progresser sous un format top 7 block offset, il faut savoir que tu vas avoir que 2 séries de travail. Donc ça veut dire que tes 2 séries, tu peux pas te chier dessus. Et ça veut dire aussi que si tu veux avoir une certaine progression, ça va quand même être dur à un moment. Et il y a un moment, en fait, le mental, il va fortement jouer, tu vois.
Et si t'es en mode en dilettante, t'es le genre de mec qui est sur son téléphone et qui arrive pas à switcher direct pour passer en mode vas-y, ça y est pour la série. En fait, sur un format fixe avec plus de volume, bah vas-y, même si tu te plantes sur une série, au pire, il y en a trois autres ou quatre Ouais, autres, tu voilà, c'est vois. ça. Tu C'est peux pas pas très te grave. rattraper en fait Quand sur. c'est ton top 7 et que tu l'as foiré, bah tu l'as foiré. Et Voilà, donc du c'est ça. coup, bah faut attendre la prochaine séance en fait. Voilà. Et donc t'as pas d'hypertrophie pendant Voilà. une semaine. Bah en fait, t'as raté une occasion Voilà. de créer du muscle. Donc Donc ça, c'est très dommage. on reconnaît hein, ce genre de profil. On sait On les connaît, ouais. on a un On ami les a proche pratiqués. qui en fait ce genre de personne qui est tout le temps un peu en train de bouger, même sur les exercices, tu vois, qui ont des exécutions qui tapotent des pieds un peu partout, qui sont jamais vraiment concentrés, tu vois, qui sont jamais vraiment là. Et bah là, tu vas plus viser en fait Le volume du sûrement. volume Ouais. pour t'assurer au moins qu'il ait fait quelque Après, chose pendant sa pour en séance. revenir à ce que je disais, format fixe, en fait, c'est quelque chose que moi-même j'ai pratiqué pendant des années, hein, mes premières années. Je pense que autant il y a des trucs, je pense que c'était plus ou moins des erreurs qu'on peut discuter, autant le format fixe, quand même, je ne serais pas nécessairement très fan sur tous les exos. Et je pense qu'il faut mieux En avoir fait, quand même, sans définir ce format top 7, back off 7, il vaut mieux en fait définir ce format top 7 et après rester à ce poids-là et en fait continuer les séries jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, jusqu'à ce que. Non, mais t'as compris. Jusqu'à ce que, en gros, tu puisses plus. Et beaucoup de pros, finalement, ils font. Il y a beaucoup aussi de bodybuilders qui font ce format-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont jusqu'à une charge de travail qui va leur permettre de faire 10 reps ou 6 8 reps, 10 reps, on va dire, pour être large. Et tant qu'ils sont dans la fourchette, ils continuent les séries au même poids. c'est ça. Et une fois que. Et donc, tu vois, bah alors avec des mecs qui ont un gros niveau, forcément que ça peut dropper de façon dramatique, mais pour quelqu'un qui a pas énormément de force, etc., je pense qu'il y a moyen de multiplier quand même pas mal de séries, 3 4 faciles, tu vois, voire peut-être même 5 6 on sait pas, tu vois, avant de avant que ça baisse. Avant que ça Et baisse donc, drastiquement. du coup, tu vois, là, ça t'a fait quand même déjà un certain volume de travail accumulé. Et je trouve que c'est une dernière très bonne remarque que tu as fait. En fait, ce format, il est pas, c'est pas un programme en fait. C'est C'est exactement un ça. format, donc Ouais, ça s'adapte aux exactement exercices. ça. Donc Exactement c'est une ça. très bonne remarque. Tu peux très bien faire l'approche top set, back off set au développé couché. Et puis, je sais pas, je te dis de la merde, mais sur le pullover, tu vas peut-être pas forcément faire un top set, back off set parce que ça s'y Exactement, ouais. prête pas, tu Ouais, vois. exactement. Donc là, tu vas faire tes Même 4 sur de séries. l'isolation, tu vois, tu vas pouvoir. L'isolation, c'est pas très traumatisant. Tu vas pouvoir avoir envie d'accumuler plus de volume justement pour aller chercher une meilleure congestion, etc. Exactement. Puisque de toute façon, sur de l'isolation, vas-y, tu vas jamais mettre le stack entier, par exemple, à du crossover, tu vois. Ouais, Donc c'est sûr. tu vas stagner beaucoup plus vite. Ça n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt d'aller pousser une progression. Autant peut-être accumuler du volume, tu vois, rajouter une série quand tu arrives à un certain nombre de répétitions, plutôt que de dire, ah, vas-y, non, je vais essayer de mettre toujours plus lourd, Ouais. plus lourd. Donc voilà, je pense qu'on Donc a fait voilà, je un peu pense le. on a bien débattu, on a bien fait le tour pour cette question. Donc merci mon monk pour ta question. Voilà. Bon, Monk, j'espère qu'on a répondu en long, en large et en travers à ta Ouais. question et je pense que tu Et as j'espère que c'est plusieurs approches. un peu plus clair pour toi. Ouais. Et n'hésite pas à nous dire ton niveau. Exactement, parce qu'en fait, si tu nous avais donné des exemples de charges, on aurait pu être beaucoup plus précis dans la Ça aurait été réponse en plus fait. parlant, voilà. Surtout en fait quand vous avez des questions, n'hésitez pas Pas en à fait en à dire le maximum détailler. sur vous. Ouais. Voilà, développer, détailler, Ouais. donner un max d'informations, c'est toujours mieux, on peut toujours mieux répondre. Quand le contexte est là, ouais, c'est toujours plus. Parce que là, on essaie de répondre pour tout le monde, pas que pour toi. Voilà, Alors que si tu nous donnes plus d'infos, on peut essayer d'orienter quand même la réponse beaucoup plus pour toi, ce qui peut servir à plein d'autres gens, bien évidemment. exactement. Deuxième question qu'on a eue sur YouTube de la part de Mus7828. Donc il nous disait, dans le cadre d'une reprise sur 5 séances par semaine, vers quel type de séance vous orienteriez-vous? Combien de reps pour retrouver le corps et les sensations? Alors ça, c'est une question un petit peu vague, justement, qui manque énormément de contexte. Pour une reprise, déjà, sur 5 séances par semaine, bah moi, je te dirais, et je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts qu'on a pu faire, moi, je reprendrai pas sur 5 séances par semaine, en fait. Voilà, tout simplement déjà. Je pense que, en fait, pour moi, il faut toujours essayer de monter en puissance. Et Exactement. donc, de ne pas se cramer direct. 5 séances par semaine, ça va te faire mal. C'est obligé que ça te fasse mal. Si tu reprends sur 3 séances, ça me paraît déjà bien plus raisonnable. Et en fait, le truc, c'est que tu vas, à mes yeux, ça c'est une stratégie que moi j'aime employer. En fait, moi j'aime bien me mettre, concernant par exemple l'entraînement, dans des situations
où en fait je vais avoir envie, tu vois. En fait, je sais que si je fais une reprise à 3 jours par semaine, ça va pas être assez pour me dégoûter, en fait, me fatiguer trop pour me dégoûter. Tu vas crave ta séance. Exactement, je vais crave une séance. Et donc, du coup, je vais être dans une situation où, vas-y, je vais avoir hâte que chaque séance arrive. Comme un bulldog, quoi. Exactement, je vais avoir hâte du moment où je vais rajouter des séances, etc. Donc, moi, je te dirais déjà, dans un premier temps, pour une reprise, je ne m'orienterai pas vers 5 séances par semaine. Je m'orienterai vers 3 séances par semaine, sûrement. 4 séances max, mais pas 5 en tout cas. Histoire d'avoir des jours de repos aussi, des jours où tu puisses penser à autre chose, ou en tout cas, l'idée de la séance sera pas le truc prépondérant de ta journée. Donc déjà, ça c'est pour ça. Ensuite, quel type de séance? Bah du coup, si tu t'orientes vers 3 ou 4 séances par semaine, moi je m'orienterais soit, après c'est moi, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il faut faire, et ça dépend de ton niveau aussi, bien évidemment. Je m'orienterais peut-être vers un full body, peut-être sûrement plus vers un half body. Et après, sur 4 séances par semaine, le problème c'est que moi, je vais préférer qu'on mette de la fréquence sur une reprise. Donc, je pense que 4 séances, si tu distribues ça comme un split, ça va pas être assez, ou on va rentrer dans une complexité où il va falloir donner trop de détails. On va dire, pour rester simple, soit un full body 3 fois par semaine, soit un half body 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ou Ouais. du coup, il y aura une semaine où tu fais haut, bas, haut, et l'autre semaine, tu feras bas, haut, bas. Voilà. Déjà, vas-y, je te laisse répondre Donc, sur ces deux sujets-là. Combien de séances? Enfin, 5 séances par semaine, quel type de séance? alors moi, je vais rajouter en fait à tout ce que tu as dit, bien sûr, je suis d'accord, mais aussi sur le fait de possibilité d'abandon. Donc, je pense que on n'est pas face à quelqu'un qui a de nombreuses années de pratique, et je pense que en fait, se dire une reprise 5 fois par semaine, il y a possibilité Ben, c'est ce que je te que ça disais en tienne fait. pas. Donc, Il faut que la reprise te donne envie en voilà, fait. c'est Il faut ça. pas que ça te dégoûte. Et le problème c'est que excuse-moi, je te Non, coupe, il n'y a hein, pas de souci. mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent, et ça c'est pas que pour la muscu, mais ça vaut particulièrement pour la muscu, qui sont guidés que par la motivation. Sauf qu'en fait, ce qui te fait tenir, ah, ça fait très discours, etc. de dire ça, mais ce qui te fait tenir sur la distance, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Et en fait, une discipline, bah, plus c'est exigeant, plus c'est dur à tenir. Une discipline qui est pas très exigeante, c'est pas très dur à tenir. Se brosser les dents tous les matins et tous les soirs, ça prend 3 minutes, c'est pas très dur à tenir, tu vois. Par contre, faire ses abdos 30 minutes par jour, là, c'est un peu plus chiant à tenir, tu vois. Donc, Aïe. autant de brosser les dents, tu vas sûrement pas skip, autant les abdos, tu vas sûrement peut-être les skip. Et en fait, il faut voir ça exactement pareil. Et donc le problème, c'est que les gens se laissent entraîner par la motivation. Entraînés par leur motivation, ils vont faire preuve ils vont être déraisonnables en fait. Et ils vont aller faire des trucs très extrêmes qui, en plus d'avoir le crash post-motivation une fois que ta motivation elle est à zéro, ils vont avoir le crash de la fatigue en même temps. En fait, de tout cet abus, de tous ces excès accumulés en fait. Et c'est ça le problème. Donc en fait, en accumulant autant de séances, bah déjà tu vas te fatiguer hyper vite. Et le problème, c'est qu'une fois que la motivation de la reprise elle sera plus là, bah tu seras juste face à ta fatigue. Et là, en fait, bah va falloir assumer et sûrement que tu vas Bah là, cracher. c'est Déjà, l'abandon. en fait, si tu dis que tu fais une reprise, c'est pas pour jeter la pierre, on connaît pas le contexte. Tu peux avoir une bonne raison. Il y a quand même de bonnes chances que tu Ne aies de jugeons mauvaises pas. raisons. Ne jugeons pas, mais Voilà. c'est possible, oui, Parce effectivement. que quand on est quand même un pratiquant relativement assidu, on essaye toujours de s'arranger pour s'entraîner un minimum. Un minimum, ça Allez, veut pas dire. Voilà. disons qu'il y a peut-être une blessure. Peut-être. Disons qu'il y a peut-être une blessure, d'accord. Disons qu'il y a peut-être une blessure. Mais dans ce cas, même quand tu reprends une blessure, tu vas pas reprendre 5 fois par semaine. Voilà, exactement. Tu vas pas reprendre 5 fois Donc, par semaine. on en revient toujours à ce que Et en tu fait, il faut disais. se donner les meilleures chances. Et y aller progressivement, c'est se donner les meilleures chances, tu vois. Par exemple, admettons, je vais parler moi dans le cas d'une reprise, je vais faire 3 fois par semaine, admettons. Bah tu vois, mes premières semaines, je vais pas chercher à mettre trop lourd. Et franchement, si je m'aperçois que j'ai mis trop lourd, que je me suis laissé trop guider, des fois tu te mets une claque en fait, parce que tu te rends pas compte que tu avais perdu tant que ça, tu vois. Donc tu mets une charge en pensant que ça va être facile. En Et fait, là, tu te prends un mini mur, aïe, mais après, il faut avoir la décence de se dire, vas-y, en fait, j'ai déconné. Moi, en fait, mon indicateur, c'est quoi? C'est que je me dis, je vais commencer une progression, il faut que mon mouvement, il soit parfait. Et tu sais très bien que je suis pas avocat des mouvements parfaits. Mais vas-y, admettons par exemple, je prends un exemple très simple parce que je trouve que c'est particulièrement flagrant sur cette machine, la chest press hammer, tu vois. Donc la chest press hammer, en fait, il faut savoir que la fin du mouvement est beaucoup plus difficile. En fait, le poids devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu pousses la charge.
quand je vais commencer sur cet exercice, par exemple, je vais mettre un point d'honneur à faire le mouvement full. Donc il faut Ok. qu'en gros, à chaque rep, je la développe jusqu'au bout, bras tendu, tu vois. Et vraiment proprement que je maîtrise la charge. En vrai, c'est un poids, si je le fais en explosif, je vais pouvoir faire beaucoup plus de répétitions. Mais je vais commencer comme ça. Et après, je vais faire ma progression. Et au fur et à mesure, le temps, le mouvement va se dégrader, mais ça va durer des semaines, des mois sûrement avant que le mouvement il se dégrade. Donc tu vois, je me donne les meilleures chances de réussite et je commence dans une zone qui n'est pas nécessairement hyper confortable, où je me fixe des contraintes, avoir une forme propre, etc. Ok. Mais pas me mettre dans le mal direct. Et ben en fait, là, pour moi, c'est l'idée générale qu'il faut avoir sur ce programme, donc je te laisse continuer. Bah, je te rejoins sur tout ce que tu dis, hein, comme sur tous les sujets, en fait, pas que sur la musculation. La recette, en fait, pour aller droit dans le mur, c'est exactement ce que tu dis, avoir, je dirais, des attentes aussi géantes qu'un building et la volonté d'un escargot, tu vois. En vrai, quand tu dis, c'est pas pour viser directement la question, hein, mais Non, par non, bien sûr. exemple, ça arrive souvent qu'on me demande quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation qui veut commencer en 7 jours sur 7, tu vois. Ouais. Et donc, mais c'est pas possible. Sur n'importe quel domaine, en fait, ça te paraît très fou. Tu vois, c'est comme si quelqu'un il gagne 2 000 € par mois et te dit d'un coup, j'ai jamais épargné de ma vie, mais je veux mettre 1 000 € de côté chaque mois, tu Ouais, vois. voilà, ouais. Donc, tout de suite, en fait, quand on te dit ça, tu vois que le mec est complètement fou. Mais dans la musculation, on a moins cette notion de euh, qu'est-ce que ça coûte, en fait, de s'entraîner. En fait, ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas conscience que ça coûte. Voilà, c'est Alors que ça. ça coûte. Ça Ça coûte de coûte. l'énergie, ça coûte en fait, de l'énergie globalement. Hein, plus. Et après, et le problème, c'est qu'après toute cette énergie, eh bien, après, ça va se disperser dans plein d'autres domaines, en fait, dans la vie de tous les jours, sans forcément qu'on s'en rende compte, quoi. Exactement, tu t'as pas juste ta séance dans la journée, malheureusement, hein. On en revient au fait que tu peux faire des séances de malade et après tu as un légume sur toute la journée. Donc Exactement. pour en revenir, effectivement, si tu t'entraînes 7 jours sur 7, et aussi une notion qu'on n'a pas, c'est à quel point t'aimes t'entraîner. Aussi. Parce que franchement, tu as des personnes qui n'aiment pas forcément Ouais, s'entraîner, qui s'entraînent pour le but même de exactement. s'entraîner, Mais qui c'est-à-dire n'apprécient pas le chemin. Et exactement. si tu Donc n'apprécies pas le chemin, c'est très compliqué. c'est très compliqué et encore plus si tu mets une fréquence de malade, quoi. Ouais, Donc là, c'est des gens où je pense qu'ils sont assez rationnels pour se dire c'est nécessaire, mais forcément, tu vas avoir une approche minimaliste. ouais. Tu vois, tu pourras pas, c'est pas possible en fait, ça va pas durer sur le long terme, c'était en 6 jours sur 7 quoi. Ah, c'est peu de Donc chance. on en revient à ce que tu disais, 5 jours pour une reprise, clairement c'est aller dans le mur et y aller progressivement et en fait avoir ces comme tu dis, en fait, vouloir en fait aller à sa prochaine séance. C'est ça. Déjà, en fait, quand tu as réussi à avoir ce sentiment, C'est ça. tu as réussi En fait, parce que ta tu vas reprise. entretenir le truc. Et le but, Exactement. c'est, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, la motivation, ça dure qu'un temps et c'est plus la discipline qui va jouer sur le long terme. Mais on va dire que plus tu arrives à entretenir cette petite flamme de la motivation, même si aussi minuscule soit-elle, déjà tu te donnes plus de chance en fait. Et après, la discipline, elle commence à prendre le dessus quand l'habitude, elle est ancrée. Je sais pas, tu vois, il y a différentes théories, certaines qui disent qu'une habitude, ça se prend au bout de 30 jours, d'autres au bout de 3 mois. Bon, bref, on va dire qu'il y a un temps défini pour qu'une habitude se mette en place. Et ben, le but, ça va être de surfer au maximum sur ta motivation assez longtemps pour que l'habitude, elle soit en place à la fin, en fait. Exactement. Et donc, on arrive à la deuxième partie de la question, qui est combien de répétitions pour retrouver son corps et ses sensations. Donc là, c'est très difficile de répondre, hein, parce que je ne sais pas si tu veux parler de répétitions par série, je suppose que ce que tu veux dire. Moi, en fait, je te dirais, hein, comme je t'ai dit précédemment, ce serait de miser sur la fréquence. Et en fait, plus tu vas miser sur la fréquence et te donner les meilleures chances, comme je disais, donc à savoir pas travailler avec ton ego dans un premier temps, tu vois. C'est-à-dire utiliser des charges et des exécutions qui vont te permettre d'y aller progressivement, être raisonnable sur les exécutions et raisonnable sur les charges dans un Se premier temps. sentir à l'aise. Voilà. Et en fait, se donner une chance de progresser, aussi lent que ça puisse être, en fait, dis-toi que si c'est une reprise et qu'il y a vraiment un capital musculaire à récupérer, parce que tu nous parles de ton niveau et retrouver son corps, donc ça, je suppose que c'est qu'il y a déjà eu quelque chose avant. En fait, ça va sûrement, si tu pratiques depuis longtemps, ça va revenir relativement très vite, plus vite que ta force en fait. Donc de Ouais. toute façon, tu as tout intérêt à avoir une progression raisonnable en termes de charge et pas nécessairement essayer de viser ton physique. Il y a de bonnes chances qu'il revienne largement avant ta force. Et une fois que
ton physique il sera revenu, là ta force reviendra d'autant plus vite. Donc en fait, il faut essayer de se donner les chances, je répète ça depuis le début, hein, mais de se donner les chances de progresser sur le plus longtemps possible, sur la plus longue période possible. Et c'est en étant raisonnable en fait que tu fais ça. Et les résultats de toute façon, c'est toujours sur la durée. C'est pas sur le, c'est pas sur le volume donné à l'instant T, tu vois. Un mec qui fait 20 minutes de marche tous les jours, il aura plus de résultats qu'un mec qui court 1 heure par semaine ou même 2 heures par semaine, tu vois. Si tu fais le total des minutes, on va dire, un mec qui court un temps donné sur une semaine, enfin, une fois par semaine, et un mec qui court ou qui même fait de l'exercice pendant le cumul de ces temps, enfin, tu as compris ce que je veux J'ai dire, bien compris divisé l'image. sur la semaine, en fait, c'est toujours la régularité qui va payer plus que le mec qui va mettre un énorme coup de poing. C'est pas des La musculation, c'est pas un sport où tu kicks et ça et t'as un résultat Exactement, net ouais. d'un coup. Un résultat qui s'accumule sur la durée. Faire un minimum très régulièrement, ce sera toujours plus payant que faire un maximum à des intervalles beaucoup plus écartés. C'est pas en tapant un max à 140 kilos que tu vas prendre du muscle instantanément. Donc, Exactement. Et ça une force. fois par semaine. Voilà, exactement. C'est plus le volume que tu vas accumuler au Par contre, fil des si tu séances. fais une série de 10 à 100 tous les jours au coucher, bah, il y a de bonnes chances que tu aies une meilleure progression, même si c'est de la merde, mais Voilà, voilà. c'est vrai, ouais. Donc, je pense qu'on a répondu un petit Je peu pense qu'on a bien en répondu, long, ouais. en large et en travers à Mus 78-28, si je vois bien. Exactement. Donc, voilà, donc pour Pour résumer, résumer, reprise sur 3 4 jours par semaine max. Le mois, je te dirais 3 jours. Quel type de séance full body upper lower? Et combien de temps pour retrouver son corps et ses reps? Laisse-toi le temps. Le but, c'est que tu puisses vraiment monter en puissance. et surtout, en fait, ne te laisse pas guider par ton ego Exactement. en te disant que ça, je savais le faire. Ouais. Du coup, je le refais maintenant tout de suite, je vais choquer mon En fait, il corps. faut voir plus loin que ce que tu avais. Il faut voir plus loin. Et si tu veux pas heurter ton ego, prends une approche à 360 degrés Comme on a pu, voilà. comme on l'avait conseillé Prends une approche ouais, totalement différente et de ce que prends tu as pu d'autres avoir. exercices. Exactement. Comme ça, tu Jusqu'à maintenant. repars de zéro Et puis tu et te laisses un petit break mental et du coup tu te permets de kiffer d'autres choses en fait, de voilà, voir du nouveau. redécouvre la muscu. Exactement. Retombe amoureux de ce magnifique sport. Ensuite, nous avons les questions Instagram. Alors une question de CXXIV Jason. Je pense que c'est un chiffre romain, mais je sais pas le dire. Malheureusement, oui, on Donc n'a pas fait bon, Romain en LV2, donc désolé voilà. Jason. Développer couché barre, quelle prise optimale pour les pecs? Alors c'est très intéressant parce que je me suis fait la remarque en voyant un de tes développés couchés. Je pense que tu vas bien pouvoir développer dessus parce que ta prise en fait, je pense que ta prise finale en fait de force, tu l'as eu après plusieurs années, j'ai Ouais, l'impression, ouais, et ouais. tu l'as pas eu directement. Non, Donc on pourrait penser qu'en fait sa question est simple et elle est pas et, simple du tout. et qu'on pourrait y répondre très rapidement. Donc Non, typiquement, si tu as un golemon, on va te dire mets les index sur le cercle et on t'aura répondu, tu vois. Et je pense qu'en fait c'est une très bonne question et que la prise en fait ça change au fil des années, au fil de ta pratique. exactement. Donc je te laisse développer dessus un petit peu sur ton parcours au développé couché. Très bien. Donc moi, en fait, quand j'ai commencé, bah, bien sûr, le développé couché, ça a toujours été un incontournable. Et en fait, je stagnais aux alentours de 80 kilos, je pense, au coucher en série. Le premier mur. Premier mur, ouais. J'avais un max à 110, un truc comme ça. Et je stagnais aux alentours de 80, 4 fois 10, 80, quoi. En gros, tu vois. Ok. Euh, et en fait, déjà, alors dans ma tête, il y avait ce truc, parce que vas-y, je m'étais déjà renseigné un petit peu avant, etc. Il y avait ce truc des pompes, en fait, où on disait les pompes écartées, c'est pour les pecs, et les pompes serrées, c'est pour les triceps, tu vois, Ok. qui Ouais. datait d'il y a longtemps. Donc la logique était que le coucher large, c'est pour les pecs, relativement large, c'est pour les pecs, et le coucher serré, c'est pour les triceps, tu vois. Grosse science. Exactement. Donc dans ma tête, la prise devait être relativement large. Sauf que par rapport à ma souplesse et mes insertions, mon épaisseur de cage, etc., en fait, le fait d'avoir une prise trop écartée, eh bien, ça m'étirait de façon abusive le deltoïde antérieur. Et donc, en fait, je me tapais systématiquement des espèces de courbatures vraiment au tendon, à la jonction pec-épaule, en fait. Et j'avais pas de pec.
Genre mes pecs, c'était le truc qui se développait pas du tout, tu vois, par rapport au reste, j'avais des bras qui étaient bien développés, un avant d'épaule qui était bien développé. Pecs, c'était vraiment pas ça du tout, quoi. Donc, et je suis resté pendant longtemps comme ça. Donc d'une part à pas pouvoir progresser, d'autre part à me taper systématiquement des courbatures à la jonction pec-épaule, plus au tendon, en fait c'était plus le tendon qui ramassait que les muscles. Et donc là en fait j'ai commencé à regarder comment les gens qui avaient des gros pecs ils faisaient du coucher. Donc il y Ah, a un truc que j'ai remarqué déjà, c'est que beaucoup, ça c'est pas un truc que je conseille, mais en fait c'est ce qui m'a permis d'analyser la prise par la suite. Déjà, un truc que j'avais remarqué, c'est que, et aussi, en plus de la prise qui va jouer, à mon avis, c'est le placement de la barre sur le torse. Donc déjà, j'avais remarqué qu'un truc, c'est que beaucoup arquaient pas mal, et ils étaient quasiment, j'abuse en fait, mais on va dire dans une position de décliné, tu vois. ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais du décliné, ben, en général, tu fais pas du décliné nuque, hein. Personne fait ça, quoi, sauf si tu veux vraiment te massacrer. Donc en général, la barre, du coup, elle était au niveau du sternum, en dessous des pecs, en fait, tu vois. En dessous des tétons, pour être précis. Donc déjà, ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Ensuite, j'avais remarqué qu'il y avait peu de gens qui faisaient du développé couché coude ouvert. Et donc, en fait, bah, nécessairement, plus tu vas écarter tes bras sur la barre, plus il y a de chances que tes coudes ils aient envie de s'ouvrir, tu vois. Donc déjà, et coude ouvert, ça marche pas sur grand monde. Il y a des gens, on va essayer de pas mettre dans le sac les gens qui ont un don pour les pecs, parce que il y a des gens, en fait, vas-y, ils te font... On regardait, là, par exemple, la dernière fois, une vidéo de Jay Cutler qui faisait du coucher avec Larry Wills, et même si tu regardes dans toutes les vidéos de Jay Cutler, ou même si tu regardes Flex Wheeler aussi dans quelques vidéos, il avait fait une vidéo avec Mike Rashid où tu voyais ça. En gros, les mecs, ils font du développé couché guillotine, tu vois. C'est ça, avec les coudes bien ouverts, mais Ouais, une les coudes prise bien plutôt ouverts, mais serrée, une c'est prise pas assez trop étrange, large, tu ouais. vois. Et donc, tu vois, franchement, des gens qui vont choper des pecs avec ça, il y a peu de chance. Et surtout, si t'as pas de pecs, je pense que c'est un exercice là, tu vois, parce que rien que de le faire, je le sens déjà. Je pense que c'est un exercice que tu peux sentir quand t'as des pecs. Tu vois, tu vas vraiment pouvoir contracter et aller sentir que ça te contracte le haut de pec, etc. Quand t'as zéro pec, mon gars, Je pense tu que vas c'est rien juste, sentir du tout, juste quoi. une Ouais, guillotine à épaule. exactement, ouais. Donc, il y a ça. Donc, ce qui va jouer, c'est donc moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est de déjà, et quand j'ai observé donc ces gens qui eux avaient des pecs, et naturellement, je pense, en tout cas avec plus de facilité, je pense qu'ils avaient un placement aussi beaucoup plus instinctif, enfin instinctivement plus juste que le mien au développé couché. Et donc j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas une prise très large pour la plupart, et donc que la barre elle descendait relativement bas sur les pecs. Et en fait, qui dit une barre qui descend relativement bas sur les pecs veut dire que tu as en fait finalement les coudes qui rentrent beaucoup plus. En fait, plus tu vas mettre la barre bas, bah, plus tes coudes ils vont être le long de ton corps finalement, quoi. Donc pour moi en fait, je pense qu'il y a un angle optimal. Je peux pas te donner un chiffre, hein, tu vois, parce que ce serait mentir. Je pense qu'en fonction de tes segments, ça va grandement changer. Mais en gros, je pense que le plus optimal, ça va être que tu aies le bras, on va dire. Alors si tu imagines entre le bras totalement ouvert et le bras totalement fermé, enfin le coude totalement ouvert, le coude totalement... T'as un entre-deux, tu vois. Bah, je pense que ça va être au maximum entre deux, au mieux légèrement entre le plus ouvert et le moyennement ouvert, quoi. Donc déjà ça va t'aider à bah, avoir une prise tout simplement en fait naturellement. Et donc après bah, à partir de là tu vas pouvoir déterminer quelle prise est la plus optimale pour toi, puisque vas-y tu vas pas avoir les coups de rentrée comme ça mais la prise comme ça, tu vois, ça aurait pas vraiment de sens, quoi. Donc après, pour avoir tes avant-bras, en fait, en gros, parallèle au sol par rapport à cette prise-là. Et je pense que c'est ça qui va t'aider. Et en fait, vraiment, moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est de visualiser. Donc, j'ai beaucoup regardé aussi toujours ces gens qui avaient pas mal de pecs. Je regardais des vidéos aussi de bodybuilding et je regardais les exécutions, tu vois. Comment, en fait, dans quelle mesure ils recrutaient les pecs. Et tu remarqueras que quand bah, si tu rentres légèrement les coudes et que tu essayes de pousser en rentrant les coudes, en fait, tu as un espèce de mouvement où tu sens que tes pecs ils vont vraiment jouer comme un piston, tu C'est un vois. peu initié par le pec, le Exactement. mouvement. Là où franchement je trouve que si t'as pas de pecs et que t'es pas doué génétiquement pour les pecs, c'est pas nécessairement évident de travailler les pecs au développé couché. Je pense que c'est un très bon exercice pour une fois que tu arrives à sentir tes pecs, mais tant que t'arrives pas bien à les sentir, bah faut s'acharner dessus pour essayer, tu vois, mais tu vas pas en avoir des gains directement, quoi. Donc vraiment avoir cette notion de piston. Et en fait, je pense que ce qui peut t'aider, c'est peut-être même plus de le visualiser à l'incliné. Je pense qu'on peut prendre à peu près la même... Moi, en tout cas, je prends exactement la même prise au coucher qu'à l'incliné pour être optimal, quoi. Et en fait, vraiment, quand tu fais ton incliné, pas avoir cette sensation de coude ouvert où tu vas pousser vraiment coude ouvert, mais vraiment avoir cette sensation où tu vas aller
rentrer tes coudes pour donner de l'impulsion en fait et sentir vraiment que c'est le pec qui va initier en fait le mouvement. Je pense que comme c'est un peu plus dans le sens des fibres, cette idée de rentrer le coude et de Ouais, d'initier, ça se sent plus à ça l'incliné, se tu sent vois. beaucoup plus à l'incliné. C'est pour C'est ça que plus je dis que intuitif, c'est ouais. plus intuitif à l'incliné en fait. Et tu verras Exactement. vraiment que tu sens ce côté où tu vas aller pousser comme ça parce que tu pousses plus en l'air. C'est plus naturel que pousser plus en face en fait. Exactement. Donc Donc, la prise idéale, elle va dépendre de chacun, mais surtout elle va dépendre, à mon avis, de l'angle du coude. Et disons que naturellement, la majorité des gens, ils vont avoir, hormis tous ceux qui sont très doués, ils vont avoir naturellement plus enfin, beaucoup plus de facilité à recruter les pecs avec une prise pour la plupart des gens pas trop large et justement où le coude il va venir rentrer pour initier, pour t'aider à initier ce mouvement de piston avec les pecs. donc c'est une très bonne réponse. Enfin, la plus grosse piste, c'est de ne pas se fier en fait sur la position de tes doigts forcément sur la barre, mais Ouais, plutôt sur l'angle de tes coudes à exactement, ouais. adopter. Ouais. Et en découle là du coup le placement de tes doigts sur la barre. Et Donc, aussi, tu vas pouvoir remarquer peut-être qu'il y a des prises où tu es plus fort que d'autres. Moi, par exemple, là, pendant un certain moment, je me suis astreint à faire du développé couché avec une prise relativement large, tu vois. Au début, c'était très difficile. Après, j'ai eu une bonne progression. Mais c'est quelque chose de quand même pas naturel pour moi. C'était simplement pour varier, parce qu'en fait, je comptais faire une progression sur le développé couché. Je voulais pas me cramer exactement sur cette progression, donc je voulais pas refaire du développé couché exactement comme je le faisais avant. Et donc, mais tu vois, genre, je l'ai vu très nettement, bah, tu vois, la dernière fois qu'on a fait du développé couché ensemble. En gros, vas-y, comme je voulais faire une grosse barre, j'ai repris ma vraie prise. Et là, mon gars, genre, j'ai décollé une charge que en écarté, tu vois, je pouvais pas décoller comme ça, quoi. ok, clairement, ouais. Donc, il y a quand même une prise aussi où tu es beaucoup plus fort. Et ça, tu vois, tu vas le sentir si tu prends trop large. Il y a un moment, en fait, il y a une prise où tu vas être plus fort. Et pareil, tu vois, quand je suis en serré, bah, je me sens fort, mais je me sens moins fort que avec ma prise optimale pour moi pour le développer couché. Qui est du coup entre les deux. Et qui est du coup entre les deux, ouais. Donc, Si ça peut te donner une idée, moi, c'est petits doigts sur les anneaux. voilà. Donc moi j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Je trouve que l'écartement des coudes en fait c'était la piste à avoir. Ouais, Et je pense que moi j'ai eu par contre le chemin inverse où en fait j'ai toujours beaucoup rentré les coudes. Et en fait au développé couché j'étais presque coude collé au corps, tu vois. Et donc moi je pense que j'ai eu le chemin inverse où j'ai commencé à plus un petit peu ouvrir les coudes au développé couché. Et c'est là où je me suis aperçu que tu pouvais un peu plus recruter les pecs. En même temps, bien sûr qu'il y a eu une progression sur le poids. Et tu disais sentir ces pecs au développé couché. Je pense que je les ai sentis qu'à partir de 100 kilos en série. Donc, il y a ça aussi qu'il faut dire. voilà. Donc je pense que je trouve que c'est très intéressant en fait au développé couché de voir les différentes prises et différentes approches parce que c'est typiquement l'exercice où chacun en fait où l'anatomorphologie en fait prend tout son Ouais, sens tout à fait. et tu vois qu'en fait faut adapter le mouvement vraiment à chacun et l'exécution en fait varie selon les types de personnes, selon la morphologie, les points forts musculaires, etc. Parce que le développé couché, c'est l'exemple même en fait du concours entre les différents muscles. Ouais, tout à Tu fait. vois bien que toi, quand tu as Et les commencé, longueurs de segments aussi. exactement. Tu vois bien que quand tu as commencé, tes triceps sont pris Ouais, directement, parce entre que sachant guillemets. aussi, ouais, un truc que j'ai pas dit, mais je voulais rebondir dessus, c'est pour ça que j'ai parlé de mon épaisseur de cage, c'est que bah, quand j'avais beaucoup moins de gabarit, nécessairement, forcément, mon épaisseur de cage, elle était mécaniquement beaucoup moins grosse vu qu'il y avait moins de muscles. Et donc c'était d'autant plus difficile puisque l'étirement, le chemin à parcourir était d'autant plus long. C'est ça. Donc vas-y, j'ai peut-être gratté 3-4 cm, mais c'est toujours ça de gagner. 3-4 cm, C'est c'est énorme. énorme. Voilà, C'est sur une énorme, tu vois. trajectoire de Ouais. développé couché, c'est énorme. Et En fait, surtout, si tu t'arrêtes à 3-4 cm de tes pecs, bah tu verras que le recrutement, c'est plus du tout le même. ça peut te paraître anodin, mais tu peux faire l'expérience, hein. Exactement, Tu ouais. mets un petit cahier Ouais, ou un tout à petit fait. livre de 3-4 cm d'épaisseur sur ton torse. Et tu verras tout de suite, tu seras beaucoup plus fort, Exactement, ouais. bizarrement. Ouais. Donc voilà, je pense que la réponse était très détaillée. Tu dois étudier en premier l'angle de tes coudes, Ouais. jouer avec ça, donc c'est pas forcément un angle déterminé comme tu Non. disais, tu peux jouer dessus. Ouais. Et de là, on découle en fait la prise que tu vas adopter sur ton développé couché, bien sûr. Son nom c'était
Jason. C'était CXXIV Jason, Voilà. qui veut dire 21 Jason. Non, je sais pas combien c'est. Ça fait sûrement plus que le C, ça devrait être Peut-être une 100, centaine, ouais. 121 ou quelque chose comme ça. Voilà. Désolé, Jason. Deuxième question, Instagram. Le café faux ami ou vrai traître? Là, il nous prend au piège parce que c'est la même chose, sa question, mais faux ami ou vrai traître? Qu'est-ce que tu penses du café? Donc, le café, je pense que du coup, on peut revenir sur la mode actuelle des monsters et en fait tout ce qui est caféiné, je pense. En fait, on peut rebondir sur sa question. Ouais. Je pense qu'en fait, on est surcaféiné à l'heure actuelle. Donc, surconsommation de café, surconsommation de boissons énergisantes qui sont en fait beaucoup plus caféinées qu'un café. Certes, ouais. Donc, imaginons, je sais pas hein, si la personne va regarder, mais j'ai quelqu'un que je connais qui, en fait, est une personne qui, je pense, est la plus caféinée de la planète Terre. Donc, dans la journée, elle va prendre 3 minimum canettes de Red Bull, tout en arrosant ça de clopes à chaque fois. Plus, bon, après, la clope, bon, voilà, la clope, c'est pas de la caféine. Voilà, c'est pas de la caféine, mais bon, on va dire que ça accélère un petit peu. C'est pas quelque chose d'apaisant, on va dire. Avec ça, des cafés. Donc, t'enchaînes un café, une canette de Red Bull, ça 3 fois dans la journée. Donc là, tu commences à être sous 500 mg minimum de caféine. Et là, bizarrement, t'as le cœur qui bat tout le temps, toute la journée, comme si t'étais en train de faire un sprint. Ouais. Donc là, tu commences peut-être à réfléchir à dire que c'est pas forcément optimal et c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc, moi, je voulais dire à ce sujet-là que la caféine, vrai ami, faux traître, etc., c'est avant tout comment tu la consommes. Et en fait, il y a une part en fait, qui est passée sous silence hein, d'addiction en fait. Ah bah c'est clair. C'est juste banalisé, tu vois. Ouais, c'est banalisé, donc légal quoi, mais. C'est légal, donc en fait, maintenant t'es limite frais quand tu prends 3 monsters par jour parce que tu comptes les différentes couleurs et tu dis t'as pris un Ultra Paradise, ouais, trop bien, trop cool. Mais au final, dans la journée, t'as 400 mg de caféine. Tu rajoutes à ça, tu prends en fait, moi, rien d'y penser, je te jure, ça me file de la tachycardie. T'as déjà le rythme en fait cardiaque qui augmente. Déjà, vas-y, je te laisse. Donc, tu rajoutes à ça les pré-workouts. Donc, quelqu'un en fait. Ah oui, j'avais oublié. Le mec en question prend un pré-workout à chaque séance. Ouais. Et en fait, le pré-workout, il est surdosé en caféine. Donc, t'es à 400 mg de caféine minimum pour la dose du pré-workout. Ça, c'est chaud. Et donc là, en fait. C'est fort possible qu'il y a plein de journées où il a 1 gramme de caféine. Tu vois. C'est énorme. Donc, en l'occurrence, là, on est sur quelque chose qui est clairement mauvais. Et je te laisse continuer là-dessus. Ouais, moi, en fait, déjà, c'est très, très pertinent ce que tu dis sur la façon dont c'est consommé. En fait, moi, j'aime bien le café. Donc, vas-y, c'est un kiff d'en boire, tu vois. Mais, c'est pour le kiff plus que pour la performance. C'est pas pour la performance. Si tu dis ça, kiff, en fait, si tu dis ça, dissocions caféine et café quand même. Ouais, voilà, c'est pas la même chose. Il parle du café. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Ok. Donc, en fait, c'est vrai. S'il parle juste du café, mais bien, on est obligé de dériver sur la caféine. C'est vrai. Je veux dire, moi, là, juste par rapport à la réponse au café, moi, j'en bois parce que j'aime bien. Mais tu vois, par exemple, j'aime bien le matin, tu vois, parce que je trouve que c'est hyper agréable l'odeur du café, tout ça. En fait, je pense que l'odeur, tu vois, tout comme, je pense que là, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Genre, quand vous rentrez dans un McDo, ça sent toujours la même chose. Et si vous avez été au McDo depuis que vous êtes petit, à chaque fois que vous rentrez dans un McDo, vous voyagez en fait, tu vois. Je te jure, ça me fait des frissons rien de le dire. C'est ta Madeleine de Proust, le Big Mac, en fait, c'est ça. Exactement. Okay, non, le McDo, c'est plus le hamburger, à vrai dire. Ça me rappelle mon Happy Meal de quand j'étais petit. Okay. Mais en fait, on est beaucoup à voir. Et alors, toi, je sais pas, t'es un peu plus jeune que moi, tu vois. Mais quand j'en parle avec des gens qui sont plus proches de mon âge ou un poil plus vieux que moi, genre pour eux, vraiment, l'odeur du McDo, c'est un délire, tu vois. Genre, on est plein à prendre encore un hamburger au McDo. Parce qu'en fait, ça nous rappelle notre enfance, tu vois. C'était vraiment l'hamburger du Happy Meal. Okay. En plus de tout ce qu'on prend, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait, moi, le café, c'est ce truc de... Je trouve que l'odeur du café le matin, c'est une dinguerie, tu vois. Rien que
La sentir, ça me donne envie d'en boire, de prendre mon petit déj, de me poser et tout, tu vois. En fait, ça me met dans un état d'esprit agréable. Après, je t'avoue que j'en prends aussi souvent. En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que bah, je sais que ça réveille. En fait, je t'avoue que le café du matin, j'en prends pas quand je suis chez moi. J'ai pas de, je consomme très peu de café quand je suis chez moi, surtout quand je suis au taf. Mais en fait, j'ai ce truc où c'est devenu un rituel et je sais même plus pourquoi, à quoi il sert le café du matin. Si c'est plus l'odeur que je kiffe et le goût, si c'est plus le fait que ça me réveille, ou si c'est plus que c'est un truc que je fais systématiquement le matin, donc comme c'est dans ma routine, j'ai l'impression que tout peut dérouler que quand Ok, que le c'est une café il fait habitude, ouais. partie du plan. En fait, je sais plus pourquoi. Mais le fait est que je vais pas boire trop de café dans une journée, tu vois. Parce que je sais que quand il y a déjà le café du matin et le café du midi, s'il y a deux cafés dans la matinée, mon gars, c'est bon, je suis pas bien. Genre, je sens que j'ai de la tachycardie, je me sens angoissé, etc. Tu vois. Donc en fait, déjà, moi, je comprends même pas comment les gens y font pour consommer autant de caféine sans avoir d'effets secondaires, sans se sentir mal, en fait. Parce que moi, je me sens concrètement mal quand j'en consomme trop, tu vois. Je pense que de nombreuses personnes n'en parlent pas, mais tu as beaucoup d'effets secondaires de Bah en justement fait, et cette après, caféine. et donc, du coup, tu vois, moi, là où je me dis que je suis encore raisonnable, c'est que bah, je me sens encore mal quand je bois deux, trois cafés, je sais que je vais être pas bien, tu vois, ça va commencer à me travailler. Donc je me dis, en fait, ça veut dire que malgré ces années, même si j'ai consommé des pré-workouts, etc., pendant des années, en fait, j'ai toujours cette sensibilité à la caféine. J'ai pas besoin d'en boire tant que ça pour que ça me fasse quelque chose, tu T'as vois. pas été souillé. Exactement. Alors que ces gens-là, tu vois, genre si t'es en mode tu consommes trois quatre cafés par jour plus des boissons énergétiques, mon gars, ça veut dire que ça te fait plus rien. Enfin, plus rien. En fait, ça veut dire que ce que ça te fait, c'est en fait, t'es devenu addict au point que tu sens plus, en fait, tu vois. Bah, c'est comme la personne qui n'est plus ivre après Exactement, cinq ouais. six Et en verres. fait, voilà, c'est ça, mon gars. Et en gros, si t'es obligé de te taper une taille de Sky pour être un peu pompette, C'est c'est pas pour ça que que c'est bon pour toi. C'est pas parce que en fait physique, enfin c'est pas parce que tu vas le tolérer en mode en termes de tolérance au truc que ça va être bon. Au t'as contraire, une une bouteille de Sky, mon ouais, gars, t'es pas t'as une tolérance ton four, globale. voilà. T'as une tolérance globale, mais la vérité, c'est que t'es en train de te Ouais. détruire. Et donc le café, bah il y a ce côté bah, agréable, de plaisir que je peux te dire. Donc tu vois, faut rester raisonnable là-dedans. Et moi, comme je te dis, à titre personnel, j'ai cette chance de quand ça fait trop, je le sens que ça fait trop, tu vois. Et il y a aussi, et donc il y a le côté performance. Donc là, bah, ça va plus être par rapport aux bénéfices, etc. Mais toujours pareil, c'était un mec qui disait ça sur un forum qu'on fréquentait, qui disait, ouais, pour moi, la caféine, c'est le Viagra du lifter, tu vois. Donc, bah, en fait, c'est ça. Je comprends qu'il y ait des moments, tu vois, où tu as besoin d'un coup de boost. En fait, quand ça devient systématique, faut te poser des questions et faut te dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et vaut mieux agir sur la cause de pourquoi tu as besoin de ce coup de boost pour aller t'entraîner, plutôt que de sans cesse être dans le palliatif et en gros, pour faire un parallèle, tu vois, c'est comme si tu as une blessure quelque part et plutôt que de te soigner, tu te bourres d'antidouleur juste pour continuer. Voilà, c'est Et en fait, foutu. au bout d'un moment, vas-y, tu vas dans le mur, c'est sûr. C'est sûr et certain, ouais. Et après, le café, bah, le troisième aspect, c'est qu'il y a un côté santé. C'est prouvé que ça a énormément de bénéfices pour la santé. Mais je pense que les trois quarts des gens qui en consomment, c'est absolument pas pour ça. Et c'est les gens qui en consomment pour ça, ils se limitent à une tasse. Et au pire, tu peux prendre du décaféiné, qui a exactement les mêmes, à peu de choses près, tu vois. Au pire, tu te fais une tasse de café normal. Et tout le reste de la journée, tu carbures au décaféiné. Donc en fait, je pense que bah, c'est un ami parce que en fait pour moi c'est comme boire un verre, tu vois. Boire un verre c'est agréable, se bourrer la gueule ça sert à rien. Bah, en fait boire un café c'est agréable, tu vois, quand t'es en famille, quand t'es après un repas, etc. Mais en fait faut savoir que en fonction du moment de la journée où tu vas le consommer, bah c'est pas forcément terrible, tu vois. Et en fait faut Exactement. vraiment avoir conscience de ça. Et le côté, je pense, qui est négligé, donc là on dérive sur le côté caféine et stimulant, etc. Ouais, c'est que en fait, il y a plein de gens qui carburent à ça et qui se rendent pas compte que ça les crame sur le long terme, je pense. Et à mon avis, c'est souvent, le pire, c'est quand à mon avis, ils doivent essayer d'arrêter que ça. En fait, on va dire que tu vas accumuler une tolérance. Plus tu augmentes les doses, tant que tu augmentes les doses, en fait, tu vas pas sentir. Mais vas-y, mon gars, en fait, jusqu'à combien de temps tu peux augmenter les doses sans que ça ait d'autres effets néfastes sur ta santé, tu vois? Ça, je sais pas te répondre, en fait.
Là, Et c'est... genre, quand on est en mode des 400 mg, moi je te jure, là, j'ai acheté un booster, enfin, je voulais un pré-workout, normalement il est pump. Sauf que la marque, ils font une déclinaison pump, une déclinaison stimulant. Et t'as Sans glissé. faire exprès, j'ai pris. Non, mais en fait, je me suis mal exprimé, donc la personne, elle m'a donné le stimulant, mais je l'ai pas vu. Ok. Je l'ai ouvert et je me suis dit, vas-y, la poudre, elle est pas comme d'habitude. Après, j'ai regardé la boîte, je me suis dit, elle est pas exactement comme d'habitude. Et là, j'ai vu, c'était celui avec du stimulant. Je me suis dit, putain, merde, j'ai dépensé, je sais pas combien, est-ce que je vais. J'ai regardé derrière, j'ai vu 400 mg de caféine, mon gars, Ouh jamais de là la vie, je là. vais le prendre, tu vois. Ou Ouais, c'est bien, sûr. donc là, tu vois, en fait, j'ai un booster que je vais prendre, sûrement une demi-dose, une fois de temps en temps, tu vois, que je couperai avec autre chose pour pas que ça me. Mais vas-y, mon gars, là aujourd'hui, là où à l'époque, tu vois, je voyais 400 mg sur un booster, je me disais, vas-y, Ah, ça va trop monter. bien. Ouais. Là, tu vois, j'en suis revenu et je me dis, je, je trouve qu'en fait, potentiellement, ça a trop d'effets néfastes, même à court terme, qui est moi le fait que ça va me rendre anxieux et angoissé, et à long terme, où en gros, j'ai trop, pendant des années, pris des boosters, et en gros, je me suis mis dans des situations où je sentais grave plus la fatigue, je pense, ou en tout cas, ça me permettait d'assumer ma séance, même si je me couchais à des 3 heures du mat, tu vois, je me couchais à des 2 heures, 3 heures du mat, je me levais à 7 heures, tu vois, Mm. 6 7 heures, et j'enchaînais, ou bien sûr, à chaque fois que je faisais un trajet en bus, je dormais, tu vois. Mais en fait, j'avais ce rythme et je me rendais pas compte que bah, le truc que j'utilisais pour encaisser, en fait, ça se trouve, ça participait à tout ça, tu vois. En fait, tu te disais, ouais, quoi qu'il arrive, j'ai mon booster, donc je peux me permettre Je me de... posais même pas la question, mon gars. Je Ouais. savais que, en fait, quand tu prends ton booster, tu te dis même pas, ça devient une habitude et vas-y, tu te rends même plus compte que ça te réveille, mais le fait est que ça te réveille, tu vois, et Ouais, que ouais, ça t'aide à ouais. assumer. En fait, tu te prends pas ce mur à la séance. Donc tu te poses pas Exactement, de ouais. questions Ouais, derrière, tu ouais, c'est vois. vrai que là, tu te poses pas question quand il n'y a pas de mur. Mais ouais, ça a rien de stylé, quoi. Ça a rien de stylé de carburer au stimulant, et vas-y, c'est dans une autre mesure, c'est comme si je te disais, car j'espère qu'on va pas se faire censurer pour avoir dit ça, mais c'est comme si tu disais carbure à la coke, tu vois. Avoir besoin de ça pour Ouais, fonctionner, ouais, quoi. voilà, c'est... Bah là, on commence à s'en rapprocher quand même. Bah, Si t'es obligé, en fait, d'avoir ton ouais. booster pour faire ta séance, Donc, faut que ça reste dans la limite du raisonnable, en fait. voilà, c'est ça. Un stimulant, c'est pour stimuler, hein. Exactement. Tu dois pas être tout le temps, en fait, stimulé. C'est qu'il y a un problème, sinon. Donc, pour conclure sur la caféine, sur le café, et donc par extension la caféine, le café, tant que ça reste dans la limite du raisonnable, mais il faut vraiment savoir que raisonnable, c'est pas grand-chose finalement, en fait. C'est En ça. fait, 100 milligrammes de caféine, c'est déjà beaucoup. Je sais pas combien il y a dans une tasse. Par jour, Ouais, c'est beaucoup oui, quand oui, même. voilà, ouais. 100 milligrammes, en fait. Donc, ce qui est déjà, à mon avis, en termes de café, ça Sur représente pas beaucoup. sur une tasse, en fait, si je te dis pas de bêtises, t'es entre 20 et 30 milligrammes de Moi, caféine. franchement, je pense que t'es à plus que ça. Enfin, ça doit dépendre des cafés, à mon avis. Tu veux dire un big café? Bah, en fait, je sais pas, mais par exemple, moi, tu sais, j'ai une cafetière à l'italienne. Et quand quand tu fais ton café dans la cafetière à l'italienne, je peux te dire que le café tabasse. Genre, rien qu'au goût, déjà, tu sens que c'est du bien fort café. Ouais, mais après, faut que enfin, s'il est vraiment très concentré, ça peut jouer en fait sur le goût aussi. Ça peut jouer sur le goût, ouais. Ça S'il peut est jouer très sur le très goût. court, Ouais, en ouais, vrai, tu ouais, peux ouais. avoir Bah, je 20, sais pas 30 ce que ça milligrammes. représente une cafetière à l'italienne. En fait, tu remplis la dose, tu remplis ton machin de café à ras-bord, quoi. Allez, disons, partons large, on dirait 50 milligrammes. Mais vraiment, c'est un café très balèze quand même, Moi, 50 je pense que milligrammes. c'est plus du 50, ouais. Donc, ça te fait Donc, deux ça te fait deux cafés. cafés par jour, quoi. Et deux Sachant cafés, quand que, même, ouais. par jour, ça commence, je dirais, à faire. Et un truc qui est très intéressant, tu vois, et moi que je négligeais jusqu'à maintenant, c'est que moi, enfin personnellement en tout cas, je peux boire du café tard le soir, genre ça va pas m'empêcher de dormir, tu vois. Ok. Et en fait, un truc très intéressant que Gundil disait, c'est que c'est pas parce que ça t'empêche pas de dormir que ça perturbe pas ton sommeil. Et en fait, à mon avis, le vice, tu vois, c'est qu'il y a plein de gens, je pense, comme moi, qui peuvent boire du café le soir. Je soupçonne même, à vrai dire, que beaucoup de gens qui ne peuvent pas et qui sont habitués à en boire, c'est plus psychologique. Tu vois, genre j'ai bu un café, j'ai pas réussi à dormir, tu vois. Un peu comme on parlait de la vitamine C qui réveille, tu vois. Ok, Ou qui empêche d'accord. de dormir, tu vois. Genre, vas-y. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui peuvent boire du café le soir sans que ça les empêche de dormir. Mais par contre, je pense que ça perturbe le sommeil et encore une fois, à mon avis, sur le long terme, C'est il y a un jamais truc très qui va bon. pas. En Voilà, fait, en c'est termes jamais de très bon. récupération, c'est pas optimal, quoi.
En Voire fait, même c'est très sous-optimal, quoi. exactement, ça te dérègle Je pense, ouais. petit à petit sur bien des sujets, je pense. Donc, en ce qui me concerne, parce que toi, je sais que tu consommes pas de caféine, très peu en tout cas, enfin dans les boosters et encore, je pense que Non, t'en prends plus. pour moi, en fait, c'est très simple, hein. Mon expérience avec la caféine a été très très brève. Donc, j'ai pris quelques fois des boosts, même je crois qu'en fait j'en ai pris 2 fois, booster avec caféine. Ça s'est très très mal passé. Donc, ça me stimule en fait beaucoup trop. Et l'expérience n'a pas été, je dirais, bénéfique. Comforte. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai très vite arrêté Voilà. et j'ai très vite vu en fait que la caféine, c'était pas pour moi. Donc, et moi, à titre personnel, bah, du coup, si j'ai tendance à boire du café, ça va être le matin. À part événement social, où je vais, vas-y, m'accorder un café le midi, dans l'après-midi, etc. Tu vois, mais ce qui reste exceptionnel. Globalement, à la journée, ça va être un café le matin et sûrement pas le midi, ou au pire le midi, un deuxième, et ça va être tout. Et après, en ce qui concerne les pré-workouts, je vais éviter tout ce qui est caféiné. Et après, vas-y, à côté, en général, bah là, comme je suis en sèche, etc., je prends des brûleurs. Donc, ça va plus être café vert et thé vert. Donc, qui vont apporter ce côté fat burner, mais sans le côté très stimulant. Et il y a très légèrement de la caféine, ça reste très léger, quoi. Mais bon, hein, comme tu le dis, cumulé avec un café le matin, ça commence à faire, tu vois. Voilà, ça se Je suis cumule sûrement petit à à plus de petit. 100 milligrammes, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. Donc, Mais c'est déjà beaucoup. Voilà pour ta réponse. Donc, faux ami ou vrai traître? Et bah, faux ami, je dirais, et vrai traître aussi. voilà, au moins c'est clair. Exactement. Ensuite, nous avons une question de. Oh putain, c'est le même que sur YouTube. Je crois que c'est la même, ouais. Il a été sur toutes les Ah ouais, plateformes. putain, il est chaud, Mus. Mus 2878 pour prendre du volume. Quel type d'exercice, quel type d'exo et de série faut-il faire de niveau débutant? Alors, déjà, moi, il y a un truc qui me choque dans ta question et qui veut rien dire pour moi et qui est un truc qu'on entend souvent en musculation, prendre du volume. Ça veut rien dire prendre du volume. Et excuse-moi, hein, c'est pas contre toi, mais prendre du volume, ça veut rien dire. Prendre du volume, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que ça veut dire prendre du volume? Ça veut dire que ton muscle il grossisse. La Donc en fait, fameuse gonflette. voilà, je sais pas. Mais en tout cas, si tu veux que ton muscle grossisse, ce qu'il faut faire, c'est prendre du muscle. Ton muscle, il va pas grossir sans Ouais, prendre du muscle. Il n'y a pas de gonflette. La malheureusement, gonflette, ouais, ça n'existe pas. c'est Ou ça, ouais. tellement marginal que, vas-y, tant qu'on n'est pas sous méga produit, etc., donc ça concerne aucun d'entre nous. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Voilà. prendre du volume, donc prendre du muscle, je suppose. Quel type d'exo de série faut-il faire Et bon, pour un niveau débutant? on t'a un peu, je dirais, Bon, répondu sur. mais on peut, vas-y, on peut faire une deuxième réponse pour le Allez, plaisir. vas-y pour le plaisir. Donc, quel type d'exo, série faut-il faire? Je pense qu'on peut reprendre un peu tout ce qu'on avait dit. Partir sur des exercices de base, Ça, les c'est. fameux exercices Ouais. de base qui sont, je dirais, avisés pour un débutant. Donc, développer couché, squat, soulevé de terre, etc. Rowing, Rowing, toutes sortes de développés, toutes voilà. sortes de voilà. S'orienter, Polyarticulaires. s'orienter, quoi qu'en disent les rageux, vers des poids libres pour le Exactement. débutant. Surtout pour le débutant, je Voilà, dirais. donc pourquoi on s'oriente vers des poids libres pour le débutant? Parce que, en fait, comme on le disait, toutes ces séances vont être très peu traumatisantes. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'on fait? Ben, on choisit la résistance, le type de résistance le plus traumatisant. Qui va engendrer pardon, le type de contrainte le plus élevé, en fait, Voilà, finalement. donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les poids libres, bizarrement. Donc, déjà, rien qu'en choisissant ça, tu t'assures qu'il y a au moins un traumatisme Conséquent. conséquent qui va se créer. Et puis, donc, poids libre, exercice de base, série exo, donc format fixe. Format fixe, je dirais, et puis exercice, on l'a déjà dit, exercice de base. Et puis, peut-être format, ça serait aussi séance. Séance, comme on s'était dit, quelque chose où tu peux avoir de la fréquence. Donc, c'est pas juste faire une série de développé couché une fois par semaine quand tu débutes, c'est avoir plusieurs fois ce schéma qui se répète. Même si c'est quelque chose qu'on a tous fait, hein. Euh, Avant, enfin jusqu'à, on va dire quand même, je ne veux pas dire que c'est récent, parce que ce serait pas vrai de dire ça. Mais disons que nous, à l'époque où on a commencé la muscu, le bro split, c'était. Il y avait, C'était, en fait, ouais, tu te posais même pas de questions.
Genre, tu t'entraînais en bro split. Il n'y avait C'était pas de vraiment, raison ouais, de faire un muscle plus d'une fois par semaine. c'était nul à chier, Et quoi, quand le tu le faisais reste. 2 fois, après, tu faisais un rappel, tu vois. Les fameux rappels, ouais. Ouais, il y avait les rappels, C'était tu à la vois. mode, le Ouais. rappel. T'avais le bro split et les rappels. Voilà, Et le c'est ça. rappel, en général, c'était pec. Ouais, Pec bras, tu vois. le rappel Pec ou bras. ouais, Ou pec pec bras, dos, ouais. quoi. Ouais. Donc, ouais, la fréquence, ça va être bien sûr, bah, pour un débutant, ça va être sûrement ce qui va payer le plus. Quel type d'exo? Bah, Diego t'a répondu, ça va être des exos de base. Franchement, je pense même, vraiment, quand tu es débutant, les exercices d'isolation, en fait, il faut savoir pourquoi tu les fais. Et si tu sais pas pourquoi tu les fais, ça sert à rien d'en faire. Enfin, si tu les fais juste pour te dire je fais cet exercice, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Ça va te faire utiliser beaucoup trop de force et tu vas être sûrement très faible sur ces T'as rien à exercices-là. isoler, en Donc fait. voilà, t'as rien à isoler, t'as rien à gagner en fait. Euh, donc, tu as tout intérêt à faire des exos de base, format fixe ou en tout cas qui se rapproche des formats fixes comme on a pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas prendre un poids pour te répondre plus dans le détail où tu vas faire, parce qu'il me semble que tu poses la question, là, tu parles des séries, mais bon, on peut parler des répétitions. Vu qu'on va être sur des exos de base, tu vas rester sur un format, on va dire, entre 6 et 10 répétitions. Tu vas trouver une charge où tu peux faire, admettons, 10 répétitions, ça va être le mieux de viser la fourchette haute, et tu fais autant de séries que nécessaire. Tant que tu descends pas en dessous de 6, t'es bon. Et tu multiplies. Et donc tu fais ça sur plusieurs exos. Enfin, plusieurs exos. Disons différents muscles, pardon. C'est ça que je veux dire par exo, différents muscles. Et tu répètes ça plusieurs fois dans la semaine. Et ça va être ton moyen de prendre de la masse et du muscle le plus rapidement possible. Ce qui va pas Exactement. être extrêmement rapide, mais si tu es débutant, ça va être quand même pas négligeable si tu t'y tiens à tout ça. Et bien sûr, bah, on parle là, tu nous poses la question plus au niveau de l'entraînement. Si t'as pas une génétique incroyable, ce qui va jouer énormément, c'est la nutrition aussi. Donc, assure-toi d'avoir un apport en protéines doublé par rapport à au moins doublé par rapport à ce que tu as d'habitude. Si tu changes pas tes habitudes alimentaires et que t'as pas une génétique de fou, tu vas pas prendre de muscle. Enfin, tu vas te cramer, tu vas pas réussir à progresser, ça va pas être terrible. Donc la nutrition va être très importante là-dedans. Augmenter tes protes. Exactement. Et là, tu pourras prendre du volume. Du fameux volume, ouais. Tu vas t'épaissir. Tu vas Exactement. Tu vas gonfler. gonfler. En gonflant. Pas y gonfler. Ok, donc on a répondu aux milliards de questions posées. Et là, ça va être l'instant, en fait, débat. L'instant débat. Le gros débat qui fait rage, hein, et qui fera rage éternellement dans le milieu de la musculation, c'est les poids libres versus machine. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé dans le podcast. Enfin, sur la fin, surtout, je crois. Ou je sais plus à quel moment, mais on a dû évoquer ça, si les poids libres. Euh, c'est un sujet qu'on a sûrement peut-être aussi déjà un petit peu abordé dans d'autres podcasts. Je me souviens plus, à vrai dire. On l'a déjà abordé, ouais, sur le fait que c'était plus traumatisant que... Mais c'était bref, on n'a pas débattu c'était dessus. très bref et ça a fait beaucoup de rageux, beaucoup Ça de fait beaucoup rage. de rage, ouais. Lorsqu'on a dit que les poids libres étaient plus traumatisants que les machines. Voilà, donc est-ce que tu as des sources, des études? Aïe, 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 aïe. Figure-toi qu'en plus, en vrai, j'ai pas d'études, tu vois, je vais dire la vérité. Je n'ai pas d'études et je crois même que les études ont démontré qu'il n'y avait pas de différence sur la prise de muscle entre les machines et les poids libres, Aïe, tu vois. ça Ce part que quand même. bien sûr, je ne crois absolument pas. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est un avis personnel, tu vois. Et je pense que ça va nous faire dévier sur un deuxième topic d'ailleurs, qui sera très intéressant. Ah, Mais commençons là-dessus. Donc, machine et poids libre, en fait, euh, moi je dirais déjà qu'il y a un truc qui alors est... pardon, excuse-moi, je vais te couper, hein, Vas-y. j'espère que tu vas garder ton idée en tête, mais on verra que, enfin, on peut voir que euh, le pratiquant de musculation binaire va toujours du coup Exactement. opposer poids libre et machine Ça, c'est la base, ça. comme si en fait tu ne pouvais pas faire un entraînement En composé fait, des il faut deux. que tu choisisses ton camp. Voilà, faut C'est forcément soit les choisir ton machines, camp, ouais. soit les poids libres. Et si tu penses que les poids libres, c'est plus traumatisant, mais que tu fais quand même des machines, t'es un connard. Voilà, Voilà. exactement. Donc je te laisse reprendre. Donc, du coup, en fait, déjà, il y a un truc qui est, à mon avis, fondamental et qui n'est strictement jamais abordé surtout par le camp machine, en fait, qui va te dire que de toute façon, tout est mieux sur les machines. C'est
à quel point la machine te convient. Et pour moi, en fait, je comprends même pas que ça soit un truc genre cette machine, elle est bien, tu vois. Mon gars, on est tous faits différemment. Donc en fait, cette machine, elle peut être la meilleure du monde pour X, pour Y, elle sera moisie, archi moisie. Et déjà, en fait, standardiser cette idée, cette hypothèse, et dire que euh, les machines, c'est forcément bien, et que cette machine, elle est super bien, en fait, c'est faire fi, ignorer le fait qu'on est tous faits différemment. Donc, le recrutement sur une machine sera absolument pas le même d'une personne à l'autre, tout comme le recrutement sur un poids libre sera pas le même d'une personne à l'autre, et tout comme on a eu une question tout à l'heure sur le développé couché, la prise, et on a donné des indications générales, mais on n'a pas dit au mec telle prise est la meilleure, parce qu'en fait, sa Y a façon de pas. faire du développé couché, elle sera différente de la tienne, elle sera différente de la mienne, elle sera différente de celui du Eh oui. voisin, et elle sera sûrement différente de celui de chacun dans une salle, tu vois. Et là où je trouve, je vais me faire l'avocat du diable parce que fondamentalement, je pense pas que les poids libres, ça soit. Enfin, en vrai, si je devais te dire la vérité et que tu me disais demain, tu as le choix entre une salle full machine ou une salle full poids libre, moi je prends la salle full poids libre sans hésitation, tu vois. C'est mon avis personnel, tu vois. Oula. Mais bien que fondamentalement, tu vois, je sois pas plus dans un camp que dans l'autre, je pense que avec des poids libres, tu as quand même beaucoup plus moyen de customiser ton exécution qu'avec une machine, quoi. Le poids libre, quoi que t'en dises, bah, tu es libre. Donc, en termes de liberté de mouvement, tu pourras quand même faire un truc qui va beaucoup plus dans le sens où tu veux aller qu'avec même si c'est plus dangereux, etc. Je te l'accorde, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, et en fait, ça me fait penser à la vidéo, là, il y a Gundil qui a sorti une vidéo récemment sur les machines de je sais plus qui. Et Arnold qui parlait des machines, tu sais. C'était quoi, Nautilus ou un truc comme Ah ça? oui, C'était pas Arnold qui Nautilus? s'était blessé sur une pullover Nautilus. C'est Je les crois que c'est Nautilus ou pas? Nautilus. Bref, peu importe, c'était une marque très en vogue à l'époque. Et en gros, Arnold, il disait qu'il trouvait que les machines, c'était de la merde, parce qu'il s'était fait mal sur absolument toutes les machines. Il s'était fait mal sur une machine au pullover, il s'était fait mal sur une machine à biceps, je crois. Il s'était fait mal sur presque toutes les machines. Est-ce que ces machines étaient fondamentalement merdiques? Je sais pas. Mais le fait est que visiblement, elles étaient absolument pas adaptées à lui. Et tu peux en dire quoi que tu veuilles. Arnold, c'est genre le mec qui fait des écartés avec les bras qui touchent presque par terre, tu vois. Ouais, donc Donc faut une y aller amplitude. quoi. Voilà, tu vois. Faut y aller pour se niquer. Donc le mec, quand même, il a quand même une résistance assez incroyable, tu Ouais, vois. du T-bar bien dos rond, donc Exactement, bon. voilà. Je veux Donc bien le croire c'est que la pas un machine. fragile, tu vois ce que Ouais, je veux dire? je veux bien le croire que la C'est machine pas un c'était de la fragile. merde pour lui en tout cas. Exactement. Donc en fait, déjà, partir du postulat que les machines, c'est mieux que les poids libres et que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de débat, pour moi, c'est une hérésie, en Voilà, fait. c'est le pratiquant de musculation binaire de Binaire. Donc base. qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ça? Donc, comme tu le dis, hein, on va repartir sur les principes de base et les définitions. Donc, poids libre, dans poids libre, t'as libre. Donc, qui dit libre dit liberté, dit trajectoire en fait que tu peux adapter. Par contre, comme tu le disais, quand tu as une machine de merde, la trajectoire, quoi qu'on en dise, hein, avec le peu de réglages disponibles sur la machine, tu peux pas vraiment la changer. Sans compter que combien de gens savent régler une machine pour l'adapter exactement à ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est un autre débat, mais je pense que On l'a combien dit de plusieurs fois, fois. je te jure que tu filmes dans une salle une machine toute la journée, le réglage, il doit changer deux, trois fois dans la journée, alors que tu as peut-être 100 personnes qui passent sur la machine, tu Voilà, vois. ouais. Le peu de personnes qui ont l'intuition de changer la hauteur du siège, déjà, ça en dit long Exactement. sur les réglages des machines. Donc, comme je te le disais, hein, en fait, poids libre, tu peux adapter la trajectoire sur pas mal d'exercices, contrairement aux différentes machines, hein. Par exemple, la machine, on peut prendre une machine de pec, une machine à pec qui a un étirement très 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 conséquent. En fait, tu peux jouer, hein. Tu peux commencer à acheter des blocs, etc. Mais quoi qu'on en dise, en fait, là, tu commences à faire des adaptations que tu pourrais très simplement régler sur des poids libres. Ça, c'est sûr. Donc, t'as plein d'exemples comme ça où la machine est totalement merdique hein, sur plein de En fait, muscles. malheureusement, tu vois, alors que pour moi, en fait, le principe d'une machine, il y a deux avantages. Ça va être que ça va t'aider à mieux recruter le muscle qu'un poids libre. Donc ça, c'est plus l'angle, etc. de la machine qui va t'aider. Et la deuxième chose, ça va être de te sécuriser.
Et en fait, quand tu es dans une situation où une machine, elle va te mettre plus en danger que des poids libres, dans le sens où, par exemple, où justement, tu as ces fameuses, pour la plupart, presse à pec, où tu pas de pédale de débrayage. Donc quand tu commences à mettre lourd, tu pars directement en position d'étirement. Rien que pour le setup, souvent, tu es obligé de te lever et de t'asseoir, tu sais, et d'un coup, ça te Voilà. tire. Rien que ça, tu vois, genre, certes, tu peux compenser avec des blocs, mais tu pourrais très bien faire ton coucher aux haltères. Et aux haltères, bah, t'as pas ce côté. Par contre, tu as la mise en place qui est plus dangereuse. Mais ce que je veux dire, c'est que la machine, là, si tu l'adaptes pas et que tu la prends telle qu'elle, bah, potentiellement, il y a un niveau de dangerosité qui est peut-être pas égal, mais qui est pas négligeable par rapport au poids libre, alors que c'est justement de ce côté-là que l'avantage de la machine devrait se faire sentir. C'est vrai. Et on a aussi, ça me fait penser, le fait que tu as plein de machines en fait qui sont dures au mauvais moment. Exactement. La courbe Donc de la courbe de résistance. résistance en fait c'est censé être l'avantage d'avoir des machines. Ouais, Donc les poids libres, malheureusement tu peux pas moduler la courbe de résistance tout à sauf fait. si tu changes ta position sur Ouais. Ou que l'exercice. tu utilises des élastiques ou quoi, mais tu peux le faire aussi sur les machines, donc ça revient au Voilà, même. donc là c'est un argument qui va dans les deux côtés. Mais si en fait la courbe de résistance c'est nul à chier, tu l'as en fait profond parce que la machine en fait tout simplement tu pourras pas l'utiliser. Voire en fait elle va être dangereuse plus qu'un poids libre, tu Tout vois. à fait. Où on reprend l'exemple par exemple du fait que les presses à pec peuvent surétirer en fait le pec dangereusement. Tout à fait. Ce qui peut être en fait tu peux avoir ce côté où tu as tes blocs pour démarrer mais pendant ta série ça peut mal se passer, tu vois. Ouais, au moment de reposer Au moment de notamment, reposer, ça peut être un petit peu difficile. tout à fait. Donc sur plein de machines, en fait, on peut voir ce problème, hein, par exemple sur des machines jambes où c'est très 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 dur en bas, où tu es en position de faiblesse. Je peux prendre l'exemple en fait du pendulum squat, Ouais. où en fait je rêvais en fait de l'essayer, tu vois, parce que sur les vidéos, tu trouves que enfin, le mouvement Ça a l'air passe trop bien nickel. en Ouais. fait, le mouvement a l'air brutal, naturel, tu vois que c'est circulaire. Tu vois que le dos en fait il est plaqué, il est droit, tu te dis mais en fait putain c'est trop bien, tu vois, genre tu peux forcer comme un porc, ça va étirer de ouf les jambes. En fait c'est un pendulum à genoux, tu vois, j'ai fait une série, c'est très... Tu mets 10 kilos, tu mets 10 kilos de chaque côté, vraiment le pendulum Watson, tu le sens déjà. J'ai senti mes genoux directement. Quand je te dis j'ai senti mes genoux, j'ai pas senti mes quadriceps, tu vois. Ok. Et pourtant j'ai pas un point faible jambe, tu vois. Donc c'est des muscles que je ressens facilement. Mais là, force est de constater que même en jouant sur les réglages différents, etc., j'ai senti en fait. Et pour me rassurer, entre guillemets, j'ai un peu regardé les gens qui étaient en train de le faire. Les trois quarts en fait se plaignaient d'avoir mal au genou, tu vois. Ok. Donc que ça soit des débutants ou des niveaux confirmés, les mecs disaient franchement tu sens tes genoux quoi. Donc là on en revient au fait que certaines machines sont tout simplement pas vraiment faites par des pratiquants. Ouais. Donc c'est juste des personnes, t'as plein de choses, hein, le fait que ça soit commercial, que t'aies du design avant Ouais, en fait, tout. le problème, c'est qu'il y a un côté, disons-le clairement, surcoté, en fait. Voilà, c'est ça, C'est donc que, bah, vas-y, les gens, il faut de la nouveauté, il faut que ça paraisse ingénieux, etc. Vas-y, une barre et des poids, on a fait le tour dix donc mille là, fois, tu vois. malheureusement, on va les citer, mais pour Watson, on a vu quelqu'un qui a récemment ouvert sa salle remplie d'équipements Watson. Malheureusement, hein, on les a pas essayés, donc on pourrait être de mauvaise foi, mais de ce qu'on a vu, rien qu'en voyant en fait la machine, ça t'inspire pas confiance, quoi. Ça inspire pas Il y a des confiance. trajectoires très bizarres, les positions que tu adoptes au niveau des bras, etc. pour les Il y a des différents muscles. réglages aussi, en fait, tu sais pas trop. Genre, Pourquoi, pourquoi, tu vois? pourquoi en fait Pourquoi? trop de réglages si tu le Ouais, réglages, voilà, tu ouais. vois, C'est à un genre, moment donné, ça rend la machine trop friable. J'ai l'impression, tu vois, de vraiment régler trop, tout régler, tu vois. ouais. Il C'est y a un que moment à un où, moment donné, il n'y a plus trop de stabilité, j'ai je l'impression. pense, ouais. Ça rend pas très solide. Donc là, on commence un peu à divaguer, mais pour revenir du coup au sujet vraiment d'opposer les deux, on voit bien qu'en fait c'est quelque chose qu'il va falloir vite associer plutôt que de Tout à fait, ouais. dissocier, tu vois. Tout à fait. Donc au fil du coup on peut revenir en fait aux questions précédentes, on peut rebondir dessus. Qu'est-ce qu'on conseillait pour un débutant? Des poids libres. Et puis à un moment donné, en fait, je pense que toi, tu as pu le voir beaucoup plus vite que moi que malheureusement, hein, tu deviens beaucoup, enfin
trop fort, entre guillemets, pour Voilà, certaines ouais. Ouais, articulations. voilà, ouais. Et en fait, ce qui te permet de continuer. En fait, on cherche fondamentalement à s'entraîner. Donc, qu'est-ce qui va te permettre de continuer à t'entraîner? C'est de lever le pied, entre guillemets, sur ce qui est très traumatisant Exactement. et d'incorporer, en fait, quelque chose que tu vas pouvoir continuer de faire, en fait. Continuer à travailler ton muscle. Donc, par exemple, tu vas faire du soulevé de terre qui est très traumatisant pour le dos. Et bah, je te dis n'importe quoi, mais faire du rowing assis unilatéral sur une machine, bah, force est de constater que tu vois bien que c'est moins traumatisant. Ouais, et puis après aussi, il y a la praticité, tu vois. C'est-à-dire que bah, quand tu as fait tous les tours, enfin, concrètement, la majorité des salles, elles sont pas équipées d'haltères de plus de 60 kilos, tu vois. Il y en a même, franchement, l'autre fois, je suis allé dans une salle, le max des haltères, c'était 40, tu vois. Et les deux n'étaient même pas les mêmes. Là, quand même, Donc, je peux te dire que ça, j'étais pas ouais. bien, tu vois. Là, c'est un peu Et chaud. donc, en fait, vas-y, quand tu fais ton rowing à 60 kilos aux haltères, tu vois, ce qui est pas monumental, hein, genre. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a plus de gens qui font leur rowing, à mon avis, ou qui sont capables de le faire aux haltères à 60 que de gens qui font leur développé couché à Mais en 60 aux fait, haltères, tu c'est vois. ça, ça va très vite le rowing à 60, je pense, pour Donc, la plupart. bah, tu vois, là, c'est là qu'une machine rowing, ça va être salutaire parce que tu vas pouvoir mettre potentiellement beaucoup plus de poids. Tu vois que, en fait, ça va te permettre de continuer à faire un exercice sans avoir certains inconvénients, etc., que ce soit la mise en place, que ce soit la limite des poids disponibles ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, pour ce côté-là, c'est plutôt positif. Mais ouais, comme moi, j'en reviens à ce que je te disais, c'est-à-dire que je trouve que ça a un côté extrêmement surcoté comme si, en fait, comme si presque tu pouvais plus t'entraîner avec des poids libres, comme si s'entraîner avec des poids libres, ça n'allait pas fonctionner, tu vois. Et là, on voit bien que c'est Comme si juste. c'était pas optimal. En fait, on voit que les gens répètent bêtement ce qu'ils ont entendu sans rien comprendre, tu vois. Et en fait, on en revient au fait que tu veux absolument t'accrocher au fait qu'il y ait une étude. Mais quand tu fais, en fait, juste, tu t'entraînes et tu le vois bien, en fait, c'est intuitif, en fait. Tu vas t'asseoir sur une machine, tu vas faire, on l'a bien vu, en fait, quand tu as essayé de t'entraîner un peu à la place sur des machines à PEC, par exemple, où tu faisais des dizaines de séries, j'en rajoute, hein, mais à l'échec, mais tu vois bien, en fait, que quand tu fais des séries à l'échec lourdes sur des machines à PEC convergentes, aussi lourd que tu puisses mettre, tu vas pouvoir les enchaîner Ouais. beaucoup plus vite en fait. En termes d'endurance sur l'exercice, Tu le vois. genre tu perds là, en fait, parce que c'est moins traumatisant, c'est comme ça, tu vois. Mais tu perds beaucoup moins de force. Genre là encore l'autre fois, je voulais juste me faire, j'avais déjà plusieurs exercices dans la tête et tout, enfin dans le tank on va dire. Encaissé. J'ai voulu juste me faire, tu vois, genre 3 séries de 12 à 50 tu vois, au coucher halter. Donc ce qui est pas monumental pour moi, tu vois, j'ai déjà travaillé à 60 facilement, tu vois. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai fait 2 séries de 12 enfin, facile. La deuxième a été dure, la troisième, je n'ai pas réussi à en faire 12 tu vois. Parce qu'avec ce que j'avais accumulé avant, peut-être j'ai manqué de temps de repos, etc. Mais j'ai pas pu. 3 pauvres séries, tu vois. Alors que, genre, le même, un poids qui m'aurait causé autant de difficultés sur la première série, la première, je l'ai senti assez facile. Mais je pouvais en enchaîner 10 sur la machine, tu vois. Donc on peut dire ce qu'on veut, et tu regardes même la plupart des... si tu regardes l'entraînement des pros t'analyses ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent ou quoi que ce soit, tu remarqueras que la plupart limitent quand même énormément le travail en libre. Et eux-mêmes, de leur propre aveu, c'est parce qu'en fait, c'est plus traumatisant. C'est Genre, ça. tu regardes l'approche de Jordan Peters, il a une approche. Alors, il parle pas de libre directement, il parle de lower backloading. Donc, en fait, du nombre de fois dans la semaine où tu vas mettre une contrainte mécanique sur le bas de ton dos. Et donc, il dit qu'en termes de récupération, c'est extrêmement taxant. Et que donc, bah, tu vas pouvoir le faire qu'un certain nombre de fois par semaine, qu'il va falloir éviter de le faire à toutes les séances, etc. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'en gros, il y a des séances où tu vas pouvoir faire du libre et d'autres où tu vas faire des machines, tu vois. Parce qu'en fait, il y a peu de machines qui te chargent le bas du dos et beaucoup de poids libres, notamment, parce qu'il parle de ça surtout pour les jambes et le dos, quasiment tout ce qui est en poids libre pour les jambes et le dos, bah, ça te met une contrainte sur le bas du dos, tu vois. Donc, en termes de récup, etc., c'est quelque chose qui va être vachement préoccupant pour lui, parce qu'il soulève lourd, etc. Mais pour un débutant qui... Stan Efferding aussi parle de ça, tu vois, de lui, il parle plutôt du poids, de la contrainte que tu vas effectuer sur ta colonne vertébrale. Et donc, il dit qu'il va avoir tendance à limiter, pareil, le nombre de fois sur la semaine où tu vas être exposé à une charge sur ta colonne vertébrale pour maximiser la récupération.
Mais ça, c'est valable pour des gens qui ont un niveau stratosphérique, tu vois. En fait, ils sont devenus trop forts pour leur C'est ça, corps, mais voilà. ils sont devenus trop C'est forts, ça. tu vois. Donc en C'est des fait, gens qui ont un problème de récupération voilà, en fondamentalement, tu fait, vois. fondamentalement, ils ont fait le cœur de leurs muscles la plupart du temps sur du Du libre. libre, beaucoup, ouais. Et en fait, on voit que ça a naturellement évolué vers les machines parce qu'en fait, ils peuvent plus s'entraîner. C'est ça. Ils ont toutes les articulations explosées et donc ils se sont dirigés parce qu'ils étaient trop forts sur des machines. C'est ça. Et encore, tu as des pros qui, malgré ça, ont gardé du libre. Tu vois, c'est un Oui, mix oui, oui, il y a beaucoup qui gardent qui une garde du partie, tu libre. vois, mais ça reste. En fait, c'est toujours une question de récupération. Il y a un certain volume qui sera dédié à du libre, mais en fait, on a l'impression de découvrir à la fin. En tout cas, les gens ont l'impression de découvrir. Je veux dire, ça fait depuis je sais pas combien d'années que dans le milieu de l'entraînement et du bodybuilding, etc., on parle du volume de charge libre vs du volume de machine et que c'est adapté en fonction de sa récupération, etc. La plupart, ils essayent de garder une charge libre justement pour avoir un stimulus assez balèze et le reste va s'effectuer sur machine justement pour éviter d'aller trop se cramer, de se blesser, etc. Mais donc là, en en vient à un niveau de vouloir s'accrocher à des études. Les gens demandent des études en fait pour savoir si le soulevé de terre dos rond, ça va te faire mal au dos. En fait, qu'est-ce que t'attends? En fait, il y a pas T'attends de... que de faire une étude avec 5 mecs qui vont accepter de faire du soulevé de terre dos rond pendant 10 ans à 220 kilos. Et donc en fait, ils vont être en incapacité totale, etc. Et donc tu vas l'opposer à quoi? En Ouais, en fait, fait, pense au protocole ouais, de le l'étude, bon quoi. sens, non mais de toute façon, Là, là, le bon sens ne prime pas sur les études. Ce que voilà. tu observes ne prime pas sur les études. Donc Voilà. Faut là, que ça faut te... commencer. On en revient en fait de cette chose qui est intuitive, hein, voir que les machines Exactement. sont moins traumatisantes quand tu t'entraînes, tout simplement. Hein, c'est des gens en fait qui ne s'entraînent pas ou C'est à se depuis peu demander en fait. longtemps, tu C'est à se vois, genre demander. pour ne pas observer des choses comme ça. Tu vois, genre par exemple, vouloir à tout prix faire une presse convergente pour les pecs alors que t'as une matrix Basic Fit qui est nulle à chier, tu vois. Genre le stack, même Mémé, elle peut le faire. Et donc en fait, on en vient à Ça, c'est- avoir des gens qui vont empiler des tas de disques sur des machines qui ne sont même pas en fait faites pour travailler le En fait, il n'y a rien Ouais, c'est d'optimal presque sur des la machines machine, de tu vois. rééducation en fait. Donc en fait, à un moment donné, si tu es obligé d'ajouter 4 fois le stack Ouais. de la machine C'est en que, vas-y, poids, c'est sûrement pas la bonne c'est machine, que la tu vois. machine en fait, elle n'était pas faite En fait, pour tu ça, vois, tu déjà, vois. quand tu commences à max une machine, genre, tu te poses la question. Moi, j'ai pas les gym pins, là, tu sais que tu peux rajouter sur les épis des machines Hammer. Ouais. Donc, en fait, il y a des machines d'eau que je max, tu vois. Et notamment la rowing, tu vois. Bah, en fait, vas-y, même si je l'aime bien, cette machine, au bout d'un moment, je mets le max, je me dis, bah, vas-y, bah, j'ai mis le max, c'est C'est bon, tu foutu vois. quoi. Ouais, voilà, tu vois, C'est bon, c'est t'as bon, terminé le jeu en voilà, tu fait. vois. Maintenant, il n'y a plus de raison, faut Ouais, passer à ouais. autre chose, tu Ouais, vois. ouais, voilà. En fait, je vais pas essayer de bricoler des... C'est vrai que je pourrais acheter le pin, mais bon, Mais vas-y, à 200 balles le pin, merci. Mais par contre, on a rarement vu quelqu'un maxer les convergents APEC. Étrangement, tu vois. Donc là, Ouais, ça ou même, tu c'est. vois, il n'y a pas tant de mecs qui poussent 180 que ça au coucher en salle, tu vois. Et en fait, moi, c'est un deuxième truc, un deuxième... Je vais pas dire que c'est un danger, parce qu'en soi, ça fait de mal à personne. Mais je pense que du coup, il y a un bug qui se produit parce qu'il y a un mismatch entre la force que le mec croit avoir et son niveau musculaire, tu vois. Voilà, c'est En ça. fait, il y a un moment, quand t'es archi fort, tu peux pas être pas musclé. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas être peu musclé quand t'es très fort. Genre, et on parle pas de... On fait du bodybuilding, donc on travaille sur de la série. On parle pas de powerlifting où il y a des gens qui sont très forts sur une répétition, mais ils sont pas forts sur 15 répétitions, tu vois. Ils sont pas forts sur 5 répétitions. 5 peut-être, Ce qui est. 10 Ouais. non. Et tu regardes tous les gens qui sont forts sur de la répétition, typiquement un sport où il y a de la répétition, entre guillemets, c'est le strongman, ils sont tous archi balèzes, mon gars. Ils sont Il n'y a pas énormes. de mecs comme ça. Après, il y a les catégories de poids et il y a toujours des mecs, des freaks, tu vois, qui sont extrêmement forts et endurants pour. Mais globalement, quand t'es fort sur de la rep, t'es très balèze, tu vois, t'es balèze. Quand, en fait, et c'est là que les machines, le bas blesse, tu vois, on va dire, c'est que bah, justement, il y a des gens qui se laissent emporter finalement par leur ego et qui voient qu'ils sont très forts sur machine, mais sauf qu'ils n'ont pas le physique qui va avec. Et en fait, après, vas-y, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je vais pas pleurer parce que le voisin, il progresse pas s'il a pas envie d'écouter, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que en fait, ça t'envoie sur une mauvaise route.
parce que tu vois que tu progresses, tu vois que tu deviens fort sur la machine, tu crois que tu es fort, et sauf qu'en fait, il n'y a pas de résultat. Mais en fait, et du coup, tu as ce décalage entre je progresse, je deviens fort, ou en tout cas, je crois que je deviens fort, et je suis pas balèze, mais vas-y, je vais persister dans cette voie, parce que la progression, parce que la surcharge progressive. Et en fait, vas-y, il y a des gens qui sont matrixés là-dedans, on va les laisser. Mais en fait, s'il y a des gens qui ont envie de nous écouter et qui mettent la main dans cet engrenage, tu vois, et il est encore temps de vous sauver, les gars. Il est encore temps de vous rabattre vers des trucs pour devenir vraiment balèze, tu vois. Et en fait, ça, je trouve que c'est un peu vicieux, ce côté où tu vas croire que tu es fort alors qu'en fait, tu l'es pas. Et si on te donne l'équivalent, si on essaie d'établir une espèce d'équivalence, même si c'est pas possible, entre un poids libre et une machine, genre, tu vas te rendre compte que, vas-y, mets le poids libre équivalent, pourquoi t'arrives pas à le soulever en fait? Bah parce que t'es pas musclé. Pourquoi t'es pas musclé? Bah parce que tu travailles sur des machines où tu crois que t'es archi fort alors que pas du tout et que ta progression sur ces machines-là, elle veut rien dire en fait. Ça va être les premiers en fait à crier à l'ego lifting, alors ce qu'ils font c'est exactement la C'est ça. forme pure de l'ego lifting, Exactement, c'est ouais. se gratifier en fait de maxer une machine Ouais, qui en fait n'a pas le but d'être maxée, tu vois. En fait, faut aussi remettre dans son contexte, hein, plus on avance, et Gundy l'a dit sur plusieurs types de machines, en fait, les machines sont faites de plus en plus pour flatter l'ego. ouais. Que ça soit sur la taille des épis, sur le nombre d'épis et sur Le poids que tu peux mettre à chaque fois. la taille du stack. J'ai pu l'observer aussi sur différentes machines. En fait, tu as des versions plus anciennes. Donc typiquement, il y a une machine rowing coude ouvert avec un stack de poids, donc pas de poids libre à mettre. Mais en fait, sur une version technologie plus ancienne d'il y a 10 ans, le stack, il y a 45 kilos de différence. Ouais, Donc le stack va jusqu'à 110 en ancienne version, et sur la nouvelle version, ça va à 65, ok. tu vois. Donc c'est une très très grosse différence. Et même quand tu vois la machine, tu sens qu'elle est un peu plus dure, tu vois. Donc avant, j'avais l'impression qu'ils ne réfléchissaient même pas à flatter l'ego. Mais vas-y, sur la nouvelle version, en vrai, tu fais 20 répétitions avec le stack, tu le sens pas, quoi, tu vois. Donc c'est comme tu le disais, en fait, la machine, elle est bien, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Ouais, en fait, Tu moi je vas vois pas coller le. un 10 de 20 et vas-y, tu vas progresser un mois encore, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter Bah 2 t'en mets 3 10 3, de 20. 10, Et 20, donc là, en autant fait, qu'il faut. le problème pratique, c'est que à un moment donné, quand tu rajoutes trop de poids par rapport au stack lui-même, c'est-à-dire si le stack fait 60 kg, que tu commences à rajouter 40-60, tu vois qu'en fait la machine n'est pas faite pour ça. Elle va commencer en fait à se casser, Je pense, et ouais. en fait tu changes complètement la résistance. En fait, tu vois que la machine n'est pas faite pour ça concrètement. Tu es en train de la niquer. Tu es en train de la niquer et tu vois qu'elle fonctionne plus vraiment comme elle devrait fonctionner. Donc, pour en revenir à ça, hein, pour moi aussi, c'est une forme d'ego lifting, tout Ah, tout, simplement, tout à fait. de ne pas pouvoir admettre que, en fait, à un moment donné, il faut changer de voie, tu Ouais, vois. en fait, tu vois, on a ce truc où nous, par exemple, on va pouvoir poster une perf ou je ne sais quoi, et quelqu'un qui va nous dire baisse le poids, machin, tu fais pas bien le mouvement. Mais mon gars, quand t'as le triple du poids de la machine rajouté à la machine, c'est de l'ego lifting aussi. Tu vois, quand tu te flattes de faire 500 kilos à je sais pas quel exercice, alors qu'en libre, je sais même pas si tu fais la moitié, tu vois. Et là, c'est Genre, clairement, là, il y a un souci, et en quoi. fait, il y a un moment, en fait, je vois pas peut-être que la machine est extrêmement bien à ce point-là, tu Mais vois. le pire, en Mais fait, en c'est fait, que moi, je c'est vois pas fait dans sur quel des monde. machines merdiques, en fait. Bah La après, vas-y, plupart du temps, il y en a qui vont dire oui, mais regarde Jordan Peters. Mais vas-y, Jordan Peters, c'est un monstre, tu vois. Genre, il pèse 120 mais kilos en fait, sec. Il est archi fort, tu vois. Jordan Peters, il fait du déficit, du soulevé de terre en déficit à plus de 300 kilos, tu Voilà. vois. Donc en Voilà, donc vrai, lui, prends il pas. donne le change, tu vois ce que je veux Est-ce dire? que tu fais Voilà. du déficit à Je crois qu'il 300 y a des kilos? vidéos de lui où il fait du développé couché halter à 100 kills, des Mais le trucs comme mec, il ça, tu est vois. taré, il est fou, Voilà. il est fou. Justement, en fait, c'est parce qu'il est trop fou qu'il a été sur les machines. Là, en fait, il cherche juste à garder en fait du plaisir à l'entraînement, devenir fort comme un taré sur différents angles, etc. Mais la vérité, c'est qu'il kiffe trop les poids libres, tu vois. Et il le dit lui-même, en fait, je peux plus le faire. Je peux plus le faire, sinon Ouais, je ouais, sais c'est que je vrai vais plus. qu'il disait qu'il pouvait plus squat parce qu'à chaque fois il se faisait mal à l'adducteur, etc. Ça pète en fait, tout simplement son corps ne supporte plus Ouais, sa force. Et ouais, donc il s'est dirigé par dépit, hein,
sur Par différentes dépit, peut-être pas, machines. il doit kiffer, tu vois, mais bon, Mais c'est pas force est grave. de constater que les machines qui ont le vent en poupe, là, les Prime, soi-disant machines révolutionnaires avec trois épis pour charger, tu te rends compte en fait, je sais pas si tu vois les vidéos de Jordan Peter sur les tirages verticaux, en fait, les mecs font tellement pas de muscu que t'as pas l'espace pour mettre des disques de 20 sur un épi et l'autre. Les épis sont tellement proches Ça, c'est que beau, tu ne ça, peux quand pas charger d'épis de 20 et tu te retrouves avec une situation rocambolesque où tu vois JP qui charge l'épi 3 de disque de 25 et l'épi 2 de disque de 5. Et donc tout l'épi 2 est rempli de disques de 5 tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Ça, c'est Donc beau. là, quand tu commences à voir ça, tu te dis, ah oui, il y a peut-être un souci Il y a peut-être un souci, ouais. sur la machine. Et puis, forcément, ça flatte l'ego de remplir la machine de disques. Mais force est de constater que je pense que ça, c'est plus flatteur de l'ego de remplir cette machine de disques qu'elle soit vraiment traumatisante pour le muscle. Ouais. En fait, la plupart Non, des mais gens, voilà, en fait, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. 100 kilos, c'est 100 kilos, tu vois. À partir du moment où tu peux charger 100 kilos à un bras sur une machine d'eau, alors que tu serais incapable de décoller un haltère de 100 du sol, ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois. ouais, En fait, et que c'est ça soit pas. très Enfin, facile. que ça soit une bonne machine, etc., oui, sûrement, peut-être, mais déjà, mettre 100. Il y a un truc qui ne va pas, en fait, tu Ouais, vois. Ça veut dire que en termes de ce que tu tires et ce qu'il y a sur la machine, il y a une il y a un démultiplication. trop grand Voilà, delta en fait exactement. sur la charge et C'est entre ce que tu tires et ce que tu mets sur la machine. c'est n'importe quoi, tu vois. Donc c'est comme le fameux pendulum qui m'explosait les genoux. Bah là, pour le coup, Ah là, pour le c'était coup, trop en fait. Tu là, vois, c'est dans genre, l'autre tu sens, mets là. à peine 10 kilos. En fait, le pire, c'est qu'il y en a qui pouvaient pas charger 10 kilos de chaque côté, en fait. Mettez que d'un. Donc tu peux mettre que 10 kilos d'un côté. 5 Tellement, en sacs. fait, c'est traumatisant. Le truc est trop traumatisant par rapport à la charge que tu soulèves, tu vois. Et c'est trop traumatisant au mauvais moment. Contrairement aux différentes machines Prime où en fait c'était révolutionnaire de pouvoir charger différentes parties du mouvement, mais force est de constater en fait que les différents témoignages, en fait tu tires rien pendant les trois quarts du mouvement et hop, En fait, ouais, c'est un peu dur là où t'es le ça se plus branle fort. avec le profil de résistance, etc. Mais en C'est fait, juste tu c'est des flattes trucs, ton ego voilà. en fait, donc tout simplement ça sert à rien. Ouais, en position longue, en position courte. Voilà, et là on commence à partir sur les science-based où tu commences à te dire ouais, je vais travailler la position raccourcie de mon biceps en mettant le plus de tension sur tension de longueur, tension d'étirement, etc. Là tu sais que tu commences à bien te branler Ah là, quoi. là, tu sais que Là tu ça commences à commence à devenir bien fort, faire là. de la Voilà. branlette là, donc soit en fait tu es déjà devenu musclé et tu veux surcompliquer la chose et ne pas du coup donner une méthode clé en main. Enfin, Après, en fait, ça peut être, tu sais, je dirais que plus tu avances dans le niveau et plus tu vas aller regarder dans le détail, tu vois. Genre, exactement. Mais tu vas pas essayer la d'en dernière fois, par fumer. exemple, quelqu'un m'a dit, ouais, vas-y, il faudra que je te montre une photo de moi torse nu et faut que tu me dises ce que je dois taffer, tu vois. Et j'ai souri, il m'a dit, ouais, je sais ce que tu vas me dire et tout, je dois tout à fait. Et je lui ai dit, ouais, c'est exactement ça. En fait, en gros, vas-y, c'est quand tu as quand même un niveau qui avance. En fait, c'est quand tu avances en niveau que tu te poses ce genre de questions. Mais globalement, tu vois, on en parlait un petit peu par rapport à un athlète qu'on peut voir, mais on parle d'athlète professionnel là, où en gros, le gars, il montre une photo avant-après d'une partie. On va pas donner trop d'indices parce qu'on on va pas parler mal d'athlètes d'ailleurs sur lesquels on n'a rien, tu vois, c'est des professionnels, etc. Tu vois, tout notre respect. Mais il mettait en avant un de ses muscles et il disait avant-après, voilà, regardez, j'ai progressé. Alors, en fait, il a pris 15 kilos entre les deux, donc il y a tout qui a grossi, donc nécessairement la partie de son corps a grossi, mais fondamentalement en termes de proportion, la partie de son corps, elle est toujours aussi mauvaise, tu vois. Voire, il a niqué en fait les proportions. Et du coup, ça Ouais, il y a paraît peut-être, moins à la bien. limite, on peut même dire sûrement que ses points forts ont pris plus que ses points faibles, et comme c'est un point faible, il n'a pas pris, quoi. Enfin, en Voilà. tout cas, il a beaucoup moins pris que sur ses Et points en fait, forts, le donc problème, c'est la que distribution, elle est pas folle, quoi. tu enfin, ça rend plus déséquilibré que ça ne l'était avant, Voilà. peut-être. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, bah, un mec à ce niveau-là, je comprends qu'il se prenne la tête à se dire, vas-y, il faut que j'essaye, tu vois, de... Oui, Parce il qu'en fait, approfondit le sujet. voilà, en fait,
il n'a pas nécessairement besoin de muscles en plus, tu vois. Ce qu'il a besoin, c'est de proportions plus pertinentes, on va dire. Mais vas-y, mais je comprends que pendant toute une partie de sa carrière, tu vois, il ait pu se dire, vas-y, je pousse. Et finalement, là, on voit qu'il essaye de se prendre un peu la tête pour rattraper, mais d'un autre côté, c'est pas pour ça qu'il va lever le pied sur le reste. Donc, c'est pas comme ça que ça arrive de marcher. Comme En on fait, en c'est avait ça. parlé avec Phil Heath, qui avait fait des trucs très simples pour rattraper une partie de son corps, euh, on peut prendre l'exemple de Cédric McMillan. Si vous retrouvez, si vous tapez enfin, si vous faites des recherches sur Cédric McMillan, parce que je saurais pas vous dire quoi exactement taper pour tomber là-dessus, mais en fait, il a été coaché par un mec je sais pas si on peut dire qu'il est préparateur, mais en tout cas, il a aidé beaucoup de bodybuilders et il a on va dire, une méthodologie dans le monde du bodybuilding qui est très reconnue, qui a justement été, dont s'est inspiré Jordan Peters entre autres. C'est Dante Trudel, donc on en a déjà parlé beaucoup Et donc rarement en fait les préparateurs ont une véritable approche de de l'entraînement, l'entraînement ouais. alors que lui, Alors que lui, il a une véritable approche de l'entraînement. Et, et donc lui, en fait, il a aidé beaucoup de pros, notamment Cédric McMillan, à rattraper ses bras, tu vois. Et franchement, quand tu vois enfin, toutes les apparitions de Cédric McMillan en professionnel, pour- jamais de la vie tu vas te dire que le mec il avait un point faible bras à pas une du tout. époque. Et de l'inverse, tu te dis même que Ses les bras, ils bras sont c'est un monstrueux, point mon gars. fort en fait. Et donc, tu regardes les photos avant, bah, force est de constater que ouais, il avait les bras relativement fins, tu vois, par rapport au reste. Et en fait, comment dire, ça a été rattrapé bah, en fournissant un travail spécifique. Enfin, tout est disponible, hein. Il a mis plusieurs fois comment il l'avait aidé, etc. Tu vois, donc exactement ce qu'il lui a demandé de faire. Carrément, ils échangeaient par email. Il y a des forums où tu peux trouver les échanges des emails. Donc exactement le détail descriptif d'absolument tout ce qu'il lui disait de rattraper, tu vois. Et donc là, bah, tu vois que dans ce cadre-là, il y avait un travail, tu vois, un focus en fait qui était mis là-dessus. Mais vas-y, le mec, il a un niveau incroyable et il y a toute une méthode. En fait, la prise de tête, elle est justifiée. Le mec, il est pro, tu vois. Donc, vas-y, ils vont faire un taf, tu vois, pour. Mais quand t'as un niveau qui se rapproche du débutant, comme beaucoup sûrement de gens sur les réseaux sociaux, Mais tu c'est pas vois. honteux en fait, Non, c'est c'est pas juste. honteux parce qu'on est tous passés par là. Mais c'est juste en fait, Aller se prendre la c'est tête. triste en fait. Ouais, C'est une perte de temps énorme. exactement. En fait, pour moi, ça justifie un travail qui n'est pas fourni à la salle, tu vois. Ça, En ouais. fait, je me souviens d'un truc, tu vois, quand j'ai fait une année de médecine. Et quand j'étais en médecine, une fois, je m'assois dans l'amphi et j'entends un mec dire de toute façon, les gens qui écoutent en amphi, c'est des gens qui travaillent pas chez eux, tu vois. Et il avait pas fondamentalement tort, je pense, parce que vas-y, la clé de la réussite résidait dans le fait de travailler comme un malade chez soi. Et donc, euh, et donc bah, je pense que c'est pareil en fait avec toutes ces histoires basées sur la science, de méthodologie, position courte, position raccourcie, position longue, machin. En fait, pour moi, le fait de passer son temps à perdre du temps là-dessus, en fait, c'est du temps que tu passes pas à la salle, tu vois, à t'entraîner. Et en fait, ça montre, pour moi, en fait, ça dénote d'un manque de travail à la salle et d'un surinvestissement à côté pour avoir une espèce de gratification et pour se donner cette espèce d'impression que tu fournis les efforts qu'il faut. Alors qu'en fait, la majorité des efforts à fournir, ils sont à fournir à la salle. Et quand on vient en fait à commenter l'exécution d'autres personnes, Alors que t'as pas le quart de leur niveau. et ben c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas. Tu perds de l'énergie déjà Ouais, que t'en as pas. ouais. Alors tu perds le peu d'énergie que t'as pour en fait essayer de corriger. C'est comme si tu essayais de te rassurer toi-même. C'est Tu vois ça. ce que je En veux fait, dire? c'est exactement Tu te ça. rassures toi-même, tu C'est rigoles et tu exactement dis ça. ah lui il est en train de tricher, il fait de la merde, etc. Alors que moi je suis sur des machines. Mais la vérité, Bah, la sans. vérité, c'est qu'il est plus balèze que toi, quoi. Et c'est quand même ça la Mais finalité en de la fait, muscu, tu vois. comment tu peux. On en appelle même plus au bon sens. Non. Pourquoi en fait tu rages sur l'exécution de quelqu'un alors qu'en fait il a un meilleur niveau que toi, tu vois? C'est même pas. En fait, tu vois, on n'est même pas dans la démarche de rabaisser, Ouais, non, mais c'est ce ni type de même, ni commentaire qui même dans la veut. démarche de dire c'est le plus musclé qui a raison, tu vois. C'est pas ce qu'on dit, tu vois. Mais force est de Mais il y a quand même, constater. en fait, vas-y, on- le but, c'est de la muscu quand même, tu vois. Le Le but. but, c'est d'être le plus balèze possible. Donc, que quelqu'un te dise, tu devrais pas tricher parce que, regarde, moi en fait, c'est ça plus que ça que je reproche.
Tu devrais pas tricher parce que, regarde, c'est peut-être risqué pour te blesser, ça tu peux l'entendre, tu vois. Tu devrais pas tricher parce que, regarde, ton muscle, il est en retard, donc tu vois bien que ça fait pas le taf, ça tu peux l'entendre, tu vois. Mais juste, tu devrais pas faire ci ou ça parce que les études ont montré que machin, tu vois. Mais Mais pourquoi? tu vois bien que ça marche sur moi, alors pourquoi tu me casses les Mais couilles en c'est ça en fait, tu fait. vois? Le propre de la muscu, c'est quand même C'est de devenir. s'entraîner comme on Voilà. veut, tu vois. Donc Et de devenir balèze. voilà, Enfin, c'est ça. a priori. Normalement, si t'es là pour vanter les mérites de ton entraînement, pourquoi il fonctionne pas sur toi, tu vois? C'est ça qui est bizarre. Et Très donc à bizarre, un hein. moment Oui, donné, mais si c'est tu donc, je restes. comprends, c'est à cause de la génétique. Ouais, et voilà, c'est ça. Donc on va se baser sur la génétique. Et donc forcément, en fait, on voit que ces personnes qui ne veulent pas se sortir les doigts pour s'entraîner vont en fait dériver sur le science-based parce que c'est très flatteur de En l'ego. fait, c'est un moyen de se rassurer. En fait, les gens, je pense que ils ont peur. Et on a eu une question dans ce sens-là, ce qui est très intéressante d'ailleurs. Attends, je me permets de le faire en direct live, tu vois. On a eu une question, on a eu une personne qui nous a envoyé un message sur un réseau social pour du coaching et qui nous a demandé est-ce qu'avec vos programmes, on a un taux de réussite, enfin, avec vos programmes, on a un taux de réussite de combien de pourcents si la personne est carrée? Et en fait, tu vois, pour moi, c'est très symptomatique ça. C'est des gens, en fait, ils veulent pas se lancer dans quelque chose sans être sûr du résultat, tu vois. En fait, ils ont besoin de se rassurer à l'avance sur le fait que ce qu'ils vont faire, ça va porter ses fruits et que ça portera les fruits qu'ils attendent. Sinon, ils se lanceront pas dans le truc. Mais mon gars, si tu fais ça, tu te lances jamais dans rien dans la vie, en fait. Ça ne se passe pas. Le propre de la vie, quel qu'il soit, c'est de d'abord faire un effort et ensuite voir dans quelle mesure ton effort il paye, est-ce que ça fonctionne, etc. Tu vois, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et même dans les jeux vidéo, tu vois, je fais une petite digression parce que j'avais vu que c'était pour ça que les jeux vidéo, notamment un jeu qu'on connaît bien, World of Warcraft, étaient si addictifs. Parce que contrairement à la vie, en fait, les résultats que tu obtiens sont proportionnels aux efforts que tu fournis. Donc dans un jeu vidéo, bah, il n'y a pas de secret, tu farmes comme un taré et tu deviens chaud. Enfin, t'es pas forcément chaud, mais en tout cas, tu as plein de récompenses dans le jeu. Et bah dans la vie, c'est pas exactement comme ça, tu vois. Genre, tu peux fournir parfois des efforts monumentaux et des fois, tu auras zéro résultat. D'autres fois, tu vas fournir des efforts monumentaux et c'est le fait de les fournir pendant un très long laps de temps qui va faire qu'au bout d'un moment, tu auras des résultats. Mais tu n'as jamais de résultats avant de fournir un effort. Si tu taffes, pour ceux, il y en a sûrement qui taffent, la majorité sûrement même, euh, on va pas te donner une augmentation avant que tu aies prouvé, tu vois. En fait, l'ordre, c'est tu prouves que tu mérites et ensuite on te donne l'augmentation. C'est pas genre on te donne de l'argent et pour que voir est-ce que après tu vas y arriver. Et c'est possible que tu ne l'aies pas, tout simplement. Et c'est possible que tu charbonnes comme un taré, mais tu Voilà, ne l'es pas. Ouais. voilà. Voilà. C'est très ingrat, mais c'est comme ça en fait. Et pour la plupart des trucs dans la vie, c'est comme ça, tu vois. Genre, on va prendre un exemple, parce que je vois que souvent ça parle de meufs, etc. Tu vois. Imagine, il y a une fille qui te plaît, bah, si tu vas pas vers elle, c'est sûr qu'il va rien se passer, tu vois. Ça va pas arriver par magie en fait. Mais par contre, tu peux très bien y aller et te faire recaler. Il y a de Voilà. bonnes chances que ça Il arrive y a de aussi. fortes Il y a de chances. fortes chances que ça arrive. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a rien qui va se passer si tu décides pas de bouger. Et genre, tu vas pas dire, bon, vas-y, je vais faire une étude pour étudier le nombre de chances qu'elle a de me dire oui, sinon j'y vais pas, tu vois. Ou alors je vais prendre la façon la plus optimale scientifiquement parlant de l'aborder. Et tant que j'ai pas cette façon optimale, j'y vais pas, tu vois. Voilà. Bah en fait, voilà, c'est exactement pareil. On est dans un truc où en fait les gens ils veulent absolument se rassurer et quelque part être sûr que les efforts qu'ils vont fournir vont donner du résultat. Bah les gars, désolé de vous l'apprendre, mais c'est pas parce que la science elle a montré ceci ou cela que ça marchera sur le terrain en Voilà. fait. Donc là, la Et je meuf. pense que ça va être très décevant pour certains dans pas longtemps à mon avis, parce que là ça fait déjà quelques années que ça Ouais, dure, j'ai là, ouais, l'impression. c'est ce que Mais j'allais te la dire. gifle va être il y a un moment, tu vois, pour ceux qui s'entraînent dans des grandes salles commerciales, etc., quand ils vont voir les mecs qui viennent à l'arrache, qui s'entraînent juste comme des tarés, mais n'importe comment, et au bout de 1 an, 2 ans, ils creusent l'écart avec eux, qui pourtant sont full basés sur la science. Alors après, il y aura toujours l'excuse de la génétique, ça on en a déjà parlé, tu vois, pour se rassurer. Mais bon, ça dure qu'un temps, tu vois, il y a un moment, vas-y, je pense que quand tu te dis j'ai une génétique de merde pour un truc, t'arrêtes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te forces à... Exactement, où tu deviens un aigri Comme il y en a, il y en a aussi. Il y en a de qui ouf. persistent pendant des années, Voilà, mais c'est ça. c'est Donc, vrai qu'il y en a.
Comme le mec qui aura hésité pendant je sais pas combien de temps à trouver la méthode parfaite pour trouver comment aborder la meuf, bah forcément maintenant elle est mariée, elle a 3 enfants. Exactement. Et bah le mec qui aura Et en attendant, celui hésité, qui allait la voir, il s'en est battu les couilles voilà, sûrement. c'est Et ça, voilà. ouais, il en avait rien à foutre, il y a été à l'arrache et au final il a réussi. Et puis le mec qui va à l'arrache et qui se bourrine la gueule à l'entraînement, bah il est musclé. Et toi Exactement. tu l'es toujours Et pas. peu importe les erreurs monumentales qu'il fait probablement, à la fin, c'est finalement que l'effort fourni Ouais, qui il s'est compte. il s'est peut-être même blessé plusieurs fois, Ouais. etc. Mais au final, la masse musculaire, elle est là. Exactement. Voilà. Ok, donc on arrive à la fin de cet épisode 8 qui a été animé par les milliards de questions qu'on nous avait Une fois de posées. plus. Donc on remercie du coup les différentes personnes qui ont posé ces questions. Merci à vous. Merci N'hésitez de pas, l'intérêt. n'hésitez pas à poser des questions quand nécessaire, hein. On a nos Instagram, TikTok, etc. Même commentaires sur Sur YouTube. YouTube, ouais. N'hésitez pas à liker, mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Exactement. Et puis à nous faire vos retours si vous avez aimé ce genre de débat. De toute façon, on le refera. Donc On le refera quoi qu'il arrive. voilà, même si ça vous plaît pas. Exactement. À la prochaine. Allez, ciao.